« 2020, c'est bientôt fini, ouf, enfin. Bon, ça veut pas dire que 2021 sera forcément génial, mais en tout cas, on a tiré notre peine, notre pénitence, et c'était quand même une belle année du côté du jeu vidéo. Du côté du jeu vidéo japonais aussi, oui. On va vous résumer un petit peu toutes ces grandes tendances. Il y a forcément l'éléphant au milieu de la pièce là qu'on veut abattre. Avec commence pas avec les anglicismes là. Ah oui, j'ai pas le droit. C'est un peu ce connard de virus, comme dirait Renaud. J'aimerais qu'on arrête de s'en prendre à 2020 parce que c'est peut-être pas 2020 qui est responsable. C'est peut-être l'année chinoise du sanglier. Ah, tu crois ? Ah bah ou du sanglier. Non, on est passé au rat. C'est l'année du rat. Et donc vraiment, si tu regardes objectivement, le début janvier, ça allait en fait. C'est après que ça a merdé. Donc c'est au moment de l'année chinoise du rat. Je dis ça parce que après les premières alertes étaient lancées en décembre 2019, donc quoi qu'il arrive. Mon fils est né. Ah oui. Écoute, en décembre 2019, je trinquais au Japon avec des gens importants. Tout allait bien. Début janvier, tout allait bien. Donc c'est un bilan perso finalement. Mais oui, non, comme tu le disais, pas de Japon cette année pour la team Gaijin Dash et ça manque. La tristesse est totale. Je crois que pour Greg et moi, c'est genre la première année sans Japon depuis. C'est la première fois que je passe plus de 365 jours en dehors du Japon depuis 1995. Donc tu vois, c'est vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'aller au Japon tous les ans. Du coup, oui, mais c'est pas leur boulot, tu vois. On mesure notre chance et surtout les occasions générées par le travail. Mais c'est vrai que depuis 1994, j'ai été au Japon au moins une fois par an. Juste pour ainsi dire, Chirac a été encore plus de fois que moi, je crois. Et voilà, donc que nous. Je pense que je le bats, Chirac. Maintenant, tu le bats, ouais. Chirac, la Covid, comme vous voulez. 3 fois par an, tu peux pas forcément eu une grosse incidence, une grande incidence sur cette année de jeux vidéo. Année de jeux vidéo qui, heureusement, nous a un petit peu détendu quand même. Voilà, il y a eu suffisamment de jeux marquants. Heureusement qu'ils étaient là et heureusement qu'ils étaient bons. Il y a quand même eu 2 gros jeux japonais qui ont marqué l'année, je pense, d'une manière générale, même sur la scène internationale. Ah ouais, pas 5 ? 3. 3 au moins. Attends, j'en ai 1, 2. Attends, j'en ai au moins 3 déjà. Moi, j'en ai 2 vraiment qui sont gigantesques. C'est Animal Crossing, New Horizons, évidemment, 26 millions d'exemplaires. Les bénéfices de Nintendo qui surcartonnent. Un phénomène qui dépasse le cadre du jeu vidéo et le cadre du jeu vidéo familial, puisque voilà, tout le monde a fait sa pub, à tel point que Nintendo a été jugé bon d'intervenir pour calmer un petit peu les ardeurs de ceux qui s'en servaient comme vecteur commercial ou vecteur politique. Est-ce que tu crois qu'ils ont attrapé la main des gens, ils ont fait « Attends, Denis !» Denis, qui s'est prêté aussi au jeu d'Animal Crossing. Il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu, voilà. Il s'est prêté au jeu de l'OPSP. Ça lui a rapporté plus que William Sorin, si tu veux. Ah oui, non, je pense que ça a plus rapporté que... Et c'était quoi, là, l'assurance moto aussi Il a fait plein de pubs, Denis Brognard. Mais voilà, on ne va pas forcément revenir en détail sur Animal Crossing dont on a parlé tout au long de l'année, qui se met à jour au fil des saisons. A-t-il besoin de nous ? Je ne pense pas. Il y a juste un truc à dire, c'est que j'y ai passé à peu près exactement le temps que je pensais que j'allais y passer, c'est-à-dire 3 semaines. 3 semaines vraiment bien. Ah non. 3 semaines, tu veux dire 7 fois 24 heures ? 3 fois 7 fois 24 ? Non, pas 24 heures, mais ce que je veux dire, c'est... tu y as joué pendant 3 semaines. C'est pas 3 semaines de temps cumulé. Il est sorti en début mars, non ? Et jusque mi-avril, j'y jouais parce que justement, c'était le seul jeu un peu calme pendant que mon gosse me dormait sur mon torse. Et c'était le seul jeu que je pouvais jouer en fait. Et du coup, j'ai passé un agréable moment. C'était vraiment un mois génial avec Animal Crossing jusqu'à ce que, évidemment, je découvre le jeu tout pété des navets. Ah, ça t'a déçu, ça, le navet game. Non, mais c'est-à-dire que... ça a été important, ça a été un phénomène de 2020, ça. Oui, mais c'est ce qui a fait quitter le jeu rapidement à plein de gens. À partir que... Tu sais, c'est comme... C'est comme quand t'es dans le rap et que t'as atteint plusieurs millions. À partir de ton premier million, genre, qu'est-ce que t'as apporté dans le rap ? Et c'est ça, genre... Dès que j'ai passé mon 5e premier... T'as oublié d'où tu venais. Mes 5 premiers millions, j'ai dit qu'est-ce que le Navet Game va m'apporter. Mais personne ne t'a obligé à participer, à prendre part au Navet Game. Est-ce que c'est la pression sociale que tu as ressentie à participer ? Oui, tu voyais tous les influenceurs qui trichaient sur l'horloge, qui avaient déjà des salles d'arcade sur 4 niveaux, et tu t'es dit merde, moi aussi. J'étais beaucoup plus impressionné par mes amis qui jouaient
honnêtement au jeu et qui avaient ils avaient des villages entiers, ils avaient des aides d'honneur en dinosaures dès que tu rentres chez eux. C'était super à visiter, mais j'ai compris comme d'habitude, au bout de 3 semaines, je suis arrivé au cap de ce qui m'intéresse dans le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu dis que c'était un jeu calme, convivial et qui permettait des échanges à l'époque où tout le monde était confiné. C'était le jeu du confinement, on l'a dit et redit, mais c'est vrai qu'en 2020, ce jeu a été important pour plein de gens. Une bulle d'air. Une bulle d'air qui ont passé des centaines d'heures pour la plupart à essayer donc de peaufiner. À voyager. Et Dieu sait si l'ergonomie est suffisamment pourrie pour prendre du temps. Mais mais c'est... Faut pas oublier que c'est un jeu qui a été vendu sur le voyage. C'est un jeu, tu payes avec des miles, t'arrives. Moi, quand j'étais Tristesse Infinie, l'année dernière, au même moment, j'étais à la Jump Festa, où il y avait une agence de voyage, Tom Nook, où justement tu pouvais te prendre en photo sur une île déserte artificielle. Tout était basé, toute la communication du jeu était basée sur le voyage. Et c'est une fois que le virus est arrivé et que les gens... qu'on s'est rendu compte de ça en France aussi. Souviens-toi, les abribus, c'était vous pouvez pas partir, partez là. C'était le voyage pour rester chez soi. C'était très très malin de leur part de communiquer là-dessus. Le deuxième jeu qui a marqué ce premier confinement. On s'en souviendra comme le bon jeu au bon moment. Vraiment, il y a de l'histoire de Nintendo, on n'a jamais vu un truc comme ça. Peut-être avec Smash, tu vois, à la rigueur, mais là, on est vraiment... Ils auraient pu faire la même avec Dr Mario. Oui. Le deuxième jeu qui a marqué cette année de mon point de vue et d'un point de vue international, je pense que c'est forcément Final Fantasy VII Remake qui ne s'est pas planté. Et ça, c'était déjà une c'est pareil, belle satisfaction. C'est un vrai jeu doudou. C'est-à-dire que au moment où les gens étaient enfermés et déprimés, on leur proposait de revivre la même expérience qu'il y a 20 ans. À l'époque où on était bien, où on n'avait pas de masque, on pouvait sortir de chez nous. Donc c'est un peu FF7 Remake. Ça représente en jeu vidéo les records d'audience de Louis de Funès pendant le confinement sur TF1, tu vois. C'est vraiment ça, on retrouve le bon vieux temps. Ah oui, à l'époque, on savait faire des jeux vidéo et puis il n'y avait pas cette saloperie de virus. C'est suffisamment bien modernisé, il n'y a pas que les relents nostalgiques derrière. C'est ton GOTY. C'est pas forcément mon GOTY, mais... il faut effectivement, il a été remodernisé, mais la promesse, c'était de revivre... souviens-toi, toutes les pubs hyper nostalgiques, les mecs en cravate qui étaient là, genre tu te souviens Aeris, machin, les chocobos, lol. Voilà, ils ont vraiment joué là-dessus. Et je parle de ça parce que on parle bien de la com au Japon. On est encore une émission sur le Japon. Après, ils l'ont bien revu et corrigé, notamment en donnant plus d'importance à certains personnages. On a vu passer Jessie qui, pour le coup, est revenu un petit peu transformé dans son intervention, pour ceux qui l'auraient oublié, mais ça m'étonnerait quand on regarde Gaijin Dash, c'est pas l'intégralité du jeu, donc forcément on s'appesantit un peu plus sur certains passages, et même des personnages inédits un peu ridicules pour certains qui reviennent, et puis surtout, et puis un changement... On se demandait si Square Enix aurait les épaules, et ils les ont eu, parce qu'en termes de gameplay, en termes de... Un changement d'échelle, tu veux dire ? Non, mais un changement de paradigme ultra important dans le lore où tout d'un coup Final Fantasy VII Remake devient la relecture intradiégétique du premier. Ouais. Enfin, je veux dire, on en reparlera encore pendant longtemps des serpillères volantes, quoi. Ça t'a pas plu, les serpillères. Non, mais c'est pas que ça m'a pas plu. Je m'en fous, les gens s'en foutent ce que je pense sur ce truc-là, c'est que maintenant ça existe. Maintenant ils savent que Final Fantasy VII Remake, qui est refait exactement le même jeu qu'avant, existe, et qu'ils ont rajouté des serpillères volantes magiques qui sont là pour te niquer ton jeu à la symboliser fin. Le multivers. Symboliser le multiverse, le multilore. Oui, te niquer. Ouvrir une autre porte. Ils ne vont pas refaire au sens strict le même jeu, et ça c'est plutôt bien. Quand je dis te niquer, c'est pas le rendre pourri, c'est le broyer, c'est broyer ce que tu pensais être tes souvenirs pour ensuite en faire complètement autre chose. Maintenant, ils ont littéralement les cartes en main pour faire autre chose, et je sais pas s'ils auront le cran, le moyen et même l'envie de réussir ça, mais ça représente tellement d'argent pour eux, ils auraient tort de s'en priver. Grosse performance technique aussi du jeu, hein. On a souvent dit le Japon est à la traîne pour des raisons
plus ou moins vrai. La mécanique de ce jeu, elle est folle. Elle est impériale. L'efficacité de ce système pour je rejoue à un autre jeu Final Fantasy précédent. C'est le proto. Non mais clairement ils avaient trouvé une espèce de petite vista sur l'action RPG et là ils se sont dit on va passer le cap supérieur et ils ont réussi. Ça me donne, quand je joue à FF7 Remake, je me dis putain, FF16 il y a un gros potentiel quoi. C'est sûr que s'ils retrouvent la même vibe d'action RPG avec FF16 et un peu plus d'ouverture, parce que c'est l'autre point quand même problème du jeu, c'est qu'il est très couloirisé. Bon, forcément, ça peut s'expliquer par la volonté de respecter la narration initiale de Midgar, mais voilà, ce sera... Oui, puis ils ont pas les... Après, on va pas se mentir, ils n'ont pas les moyens techniques non plus de faire un open world. Enfin, tu vois, faire un open world dans Midgar, ça aurait voulu dire qu'il fallait faire Cyberpunk dans FF7, quoi. Ouais. Non, clairement, ils se donnent les moyens. Ils ont ouvert la porte pour faire autre chose après. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul FF7 Remake. C'est que le suivant, ça sera Demake. Est-ce que ça sera... sur quelle base d'échelle ils vont partir, puisque forcément ils vont être obligés un petit peu d'être contraints. Après, s'ils arrivent à... FF7 2077 peut-être. En même temps, FF15 a posé les bases d'un monde ouvert, c'est possible d'en refaire un. Alors à quel prix voilà, mais peut-être qu'avec la technologie actuelle, ils réussiront à marier les deux univers et à offrir enfin l'envergure nécessaire qu'on n'avait pas retrouvé dans cette première partie du remake. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec maintenant qu'ils ont fait ça, il n'y a plus de retour en arrière en fait. C'est-à-dire que maintenant, ils pourront plus jouer la carte du remake. Il n'y a plus rien d'autre dans leur catalogue qui a autant de valeur en forme remake. Oui, non. FF8, c'est un jeu qui a une énorme base et attention, c'est pas parce que c'est le plus vendu que c'est le plus apprécié. C'est le Superman Returns de la franchise. Non, mais c'est vrai, énorme succès au lancement, plein de gens mais les gens qui disent moi j'aime FF8 et mon préféré c'est le 8, t'en as pas beaucoup qui te le disent hein. Déjà il y a Gotos. Oui, il y a Gotos. Soyons sérieux. On l'embrasse. Ouais. Mais pas toi. Non, mais non, il aime FF8. Non, ça va pas la tête. Moi, sauver le monde avec un chapeau de cow-boy et un short, merci bien. Moi j'aime bien les causes perdues et FF8, c'est pour ça que j'ai un peu de temps. C'est le plus vendu, c'est pas une cause perdue. Non, c'est plus vendu au Japon. Oui, c'est vrai. Mais voilà, du coup, dans FF7, ça va être une réussite. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une indéniable réussite commerciale et aussi d'avoir pu proposer le bon jeu au bon moment, ce qui n'était pas dit de la part de Square Enix, vu les développements problématiques et vu qu'ils ont rajouté un réalisateur en cours de route, quoi. Ouais. La sortie avait même été avancée justement pour éviter aux gens, à cause du coronavirus, qui étaient bloqués chez eux, de ne pas le recevoir à temps. Oui, ce qui est très poli de leur part. Effectivement. Donc le coronavirus a quand même eu un impact sur les résultats financiers des différents éditeurs, des différents constructeurs, qui ont tous vu leurs résultats atteindre des objectifs stratosphériques, notamment avec la part de plus en plus grandissante, de plus en plus croissante du dématérialisé, sauf un qui s'appelle Sega et qui a dû, lui, déplorer forcément des pertes liées au domaine de l'arcade 2020. On en a parlé déjà le mois dernier, mais forcément 2020, c'est aussi des coups durs portés au domaine de l'arcade qui était déjà il y a plein de salles qui ferment. Il y en a une justement dont on a appris l'annonce de la fermeture aujourd'hui au moment où la Taito d'Osaka. La Taito Station de la Grande Gare d'Osaka fermera ses portes en janvier. Hélas. Et voilà, ça ne fait que et malheureusement contribuer à ce mouvement de fermeture. Et littéralement, l'arcade va être soutenue par toutes ces bornes dont on parlait le mois dernier, c'est-à-dire les bornes pour enfants. Ouais. C'est le Poulicula, les gens ne peuvent pas y aller, mais les bornes pour enfants, elles sont encore accessibles dans les centres commerciaux et tu peux encore consommer au Japon. Ouais. Donc voilà. Donc on va pas s'étendre sur une question qu'on a déjà abordée le mois dernier, N'hésitez pas à reprendre les archives, mais effectivement, ça fait partie des grandes tendances de 2020 au Japon, et il y a de fortes chances que quand on y retournera, Inch'Allah, on verra peut-être beaucoup moins de salles et beaucoup moins de bornes, de nouvelles bornes, même s'il y en a qui continuent d'être développées, notamment chez Sega. L'autre phénomène venu du Japon de cette fin d'année, là forcément, c'est l'arrivée de la nouvelle génération incarnée par Sony. Tu parles pas de Resident Evil 3. On va en parler. Là, je fais les grands faits saillants. J'ai une liste en forme de conducteur à suivre un petit peu. Pardon. La nouvelle génération, forcément, ça, c'est plus arrivé en fin d'année.
Novembre 2020 est arrivée la PlayStation 5. Forcément, il y a les Xbox Series X en face, mais ça reste une console américaine avec des jeux japonais quand même dessus. Voilà, la PS5 qui a eu une communication un petit peu heurtée tout au long de l'année. Comme on le disait tout à l'heure, on sent que c'est quand même les États-Unis qui ont pris les choses en main, sauf pour une présentation en particulier qui a beaucoup marqué les esprits. C'est le démontage de la PlayStation 5 par l'un des responsables hardware de chez Sony. Voilà, on l'a vu manipuler, montrer les ventilateurs, montrer les différentes plaques, comment est conçu le système de refroidissement. Les différents ventilateurs pluriels, très bien vu. Oui, oui, parce que ça aussi, on s'en est aperçu que le volume changeait en fonction du ventilateur dont était équipée la console, puisque voilà, il y a plusieurs fabricants et plusieurs. Tu vois, je me plaignais le mois dernier. Je me plaignais le mois dernier qu'il n'y avait rien à découvrir, que tout était spoilé. Là, c'était beau, tu vois, c'était du vrai journalisme d'investigation. On s'est dit, tiens, mais il y a des PlayStation qui font plus de bruit que d'autres, et Scoopou. Les numériques. Voilà. Furolite, que l'on salue, qui a été un grand animateur sur Gamecult cette année. Mais oui, donc une console dont on a déjà là aussi beaucoup parlé le mois dernier, avec des jeux, pour le coup, pas tous japonais, puisque Demon's Souls, on va dire le jeu le plus emblématique, est de game design japonais. Mais c'est un California Maki, on va dire. Voilà. Et qui reste... quand même l'un des maîtres étalons de la nouvelle génération. Il y a un truc qui est au moins poli de leur part, c'est que Demon's Souls, tout cas l'équipe qui a fait le remake, a la politesse de mettre le staff original dans son intégralité, et ça c'est des choses qu'on voit pas souvent en fait dans les remakes, c'est-à-dire en général on te met le producteur du dernier jeu, le producteur on te met peut-être création originale, studio bidule, mais là il y a tout le staff original de Demon's Souls. Et il y a même un remerciement spécial au producteur du jeu d'origine qui est décédé entre temps et qui a fait beaucoup justement pour maintenir le Demon's Souls dans sa forme que l'on connaît. Voilà, un jeu très difficile. C'est un remake fait dans un... Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime, c'est un jeu fait dans l'énorme respect du jeu original et presque christique, c'est-à-dire qu'ils respectent comme si c'était l'Ancien Testament du monde des Souls, ce qu'il est, c'est vraiment le jeu Souls original, peut-être même un peu trop, enfin on l'avait évoqué lors de l'épisode précédent, mais il y aurait eu des choses à changer, des choses à modifier, et ils ont préféré regarder le texte intégral, comme on dit. C'est pas un director's cut du tout, c'est l'original cut. Il y a quelques petits ajustements, mais oui, ça reste quand même un jeu où les ennemis sont placés exactement au même endroit, réagissent, se comportent de la même manière, et où tu trouves quasiment les mêmes... Et où il y a quand même des petits bonus, tu vois, il y a l'armure du pénétrateur. Et où surtout transperceur. L'armure du pénétrateur. Du transperceur en français. C'est ton nom de scène. C'est mon nom de scène, effectivement. Mais il y a quand même des petits bonus, c'est pas que le jeu dans son intégralité. C'est pas des petits... Il est beau. C'est pas des petits... Oui, voilà, ce bonus, c'est qu'il est beau. Mais par exemple, j'en parlais, les orientations de chaque niveau, ils auraient peut-être pu modifier ce système. Le mode miroir. Il y a le mode miroir, mais ils auraient pu modifier quand même le système de lumière et d'ombre. Ouais, c'est bien ça. Non, moi, j'aime pas du tout. Mais écoute, ça reste joli quand même. Non. Mais voilà, donc Demon's Souls qui a été développé au Texas, on l'a dit, un jeu nouvelle génération développé au Japon. C'est Astro's Playroom. Oui. Et lui, pour le coup, c'est un vrai jeu japonais. Mais réalisé par un Français. Ouais. Un Français japonais dans l'âme. Qui est établi au Japon depuis très longtemps et qui a la fibre du game design japonais depuis ses primes années. Et qui est la vraie bonne réussite de Sony de cette fin d'année. Je pense même que c'est mon jeu de launch game préféré. De la PS5. Ouais. De la PS5 et de la Xbox évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Mais c'est mon launch game préféré. C'est un launch game comme il n'y en a pas eu depuis très 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 longtemps. C'est un launch game d'une qualité digne de Nintendo. Ouais. Oui. C'est vraiment... là, on est sur des bases Nintendo, WarioWare. C'est vraiment une approche du gameplay, une approche de l'histoire de Sony aussi, parce que ça, c'est le genre de truc que Nintendo faisait avant, en intégrant par exemple des niveaux 8 bits dans ses jeux, de l'esthétique, on l'a vu dans Hyrule Warriors, mais aussi dans les WarioWare. Là, il y a une approche de l'héritage de Sony, et non seulement de Sony, mais aussi des jeux qui ont marqué l'histoire de Sony en tant que second party. Par exemple, ne serait-ce qu'il y a un trophée qui s'appelle Jason, qui est une référence à Heavy Rain, et il faut s'abriter de la pluie en fait. C'est un moment il pleut et il faut juste aller sous un préau, et t'as juste un trophée là-dessus, et t'as plein de clins d'œil au patrimoine. Alors là, j'ai dit pour Heavy Rain, mais il y a tous les autres
tous les autres jeux estampillés un jour ou l'autre Sony, que ça soit Parappa, que ça soit Minano Golf, que ça soit Omega Boost, pour citer un jeu Omega Boost, oui. de polyphonie digitale. C'est un jeu qui embrasse complètement le patrimoine de Sony, qui est vraiment intéressant, et je suis étonné qu'il n'y en ait jamais eu à ce niveau-là. Parce que c'est pas la politique des Américains. Bah oui, pour la politique des Américains, pour ce que Greg dit, c'est que dès qu'il y a la PlayStation 2, la PlayStation 1 est morte, et dès qu'il y a la PlayStation 3, la PlayStation 2 est morte, etc. Et là, c'est vraiment un jeu qui embrasse ce patrimoine et qui en fait quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est mon launch game préféré, c'est un de mes jeux de l'année même. Ouais. Donc un jeu qui a été important, et comme tu le disais, un jeu qui est concept inédit, même si le personnage est déjà connu. Et idéal pour les enfants. Et idéal pour les enfants, effectivement. Alors, et surtout, quelle démonstration je l'ai montré du hardware. Je l'ai montré à mon neveu et il a kiffé. Évidemment, le problème, c'est qu'ils veulent acheter une PlayStation 5 maintenant. Tu peux pas. Et là, même si t'as l'argent, tu peux pas. Ou à moins que tu peux aller à République, il paraît que ça se vend à 1 500 €. Non, c'est vrai? Ah, il y a des codes. Je peux pas dire les noms, mais il y a une boutique. Il y a une boutique si tu mets l'argent. Bon, on m'a dit 1 500, mais ça aurait pu être 1 200, je sais rien. Mais à 2 fois le prix, ouais. Bon, ce qui est certain, c'est que avec ces deux jeux et d'autres, et même simplement la volonté de disposer d'un hardware beaucoup plus actuel qu'en 2020 qu'en 2013, eh bien la PS5 réalise un carton partout où elle passe. C'est le plus gros démarrage jamais enregistré pour une console aux États-Unis. En France, c'est plus de 100 000 exemples, plus de 100 000 unités, chiffre Oscar Le Maire, sur la première semaine d'exploitation. Partout où elle passe, elle cartonne pour l'instant, et la Xbox n'est pas en reste, qui réalise elle aussi parmi les meilleurs lancements de l'histoire de la Xbox, sauf aux États-Unis forcément, où elle fait un peu moins que la Xbox One. Mais il y a eu un petit souci d'approvisionnement, et surtout ils se sont diffusés sur beaucoup plus de territoires cette fois-ci. Donc là on voit donc Halo Infinite qui n'a pas fait partie des jeux de lancement. Du launch, hélas. C'est con parce que ça aurait pu être le deuxième Halo à être dispo à un launch de Microsoft, et finalement non. Ouais, effectivement. Mais après il y a la Master Chief Collection qui a été upgradée pour la Xbox, histoire de calmer la faim des gens, quoi. Ouais, mais bon. Au final, on parle de jeux japonais, au final, le jeu de launch de la Xbox, c'est Yakuza 7. C'est Yakuza 7. Qui est un GOTY. Allez, On part sur Yakuza 7. On a fait tous les... Ah non, on n'a pas fait toutes les tendances, mais peut-être que c'est Vas-y, fais les tendances, non? On va poursuivre sur les tendances, effectivement, notamment sur les tendances. Enfin, ça, c'est une tendance de fond qui existe depuis longtemps, mais qui est toujours la même, qui traverse le jeu vidéo japonais, c'est la tendance au remake. On a eu beaucoup de remakes. On parlait de Demon's Souls, mais il n'y a pas que lui. Et puis, c'est pas un jeu japonais. Tu parlais de Resident Evil 3 remake. Voilà, ça fait partie des remakes les plus en vue de cette année du côté du Japon. Il était beau, hein. Il était beau. Moi, je trouve que c'est une réussite, malheureusement un peu courte, effectivement. Mais au moment de sa sortie, il m'a fait beaucoup de bien. Oui. Et je trouve toujours aussi pour moi, c'est vraiment l'anti-Last of Us 2, tu vois. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. C'est hop, t'es au cœur de l'action, et ça dure le temps que ça dure, et c'est très bien comme ça. Ouais. On a eu d'autres remakes avec Devil May Cry 5, toujours du côté de chez Capcom, donc qui est revenu en version spéciale. Très beau. Pour le coup, en fin d'année, qui accompagne lui aussi la nouvelle génération. Avec du ray tracing. Oui. Mais pas de... Qui est le mot-clé, puisque beaucoup de gens en parlent et peu de gens le mettent. Si, moi je joue 60 FPS, Ray Tracing, 1080p. Sur quel jeu ? Sur Devil May Cry 5. Ouais, voilà, donc il faut toujours sacrifier pour l'instant un peu de fluidité ou de détail. C'est même le si début, Spider-Man Miles Morales offre désormais un mode Ray Tracing à 60 FPS. Et c'est vrai que quand tu peux l'avoir sans compromis, c'est toujours très chouette. Et écoute, je vais t'avouer un truc. Je pense que mes vieux yeux fatigués font pas autant la différence que ce que je devrais. Parce que j'ai vu côte à côte, là encore, ils ont montré 2 screens de Cyberpunk. Un avec ray tracing, un sans ray tracing, où tu as un espèce de gros bonhomme assis dans un taxi. Et avec ray tracing, effectivement, tu as une pénombre qui rend le truc hyper réaliste. Et sans ray tracing, tu distingues chaque objet 3D, même si c'est joli, tu les distingues comme s'ils étaient collés les uns aux autres. Et effectivement, l'image de gauche est beaucoup plus jolie, mais tu joueras mieux avec l'image de droite parce que les cibles seront beaucoup plus évidentes à l'œil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme... tu vois, moi, quand j'ai du mal dans un jeu d'action, style Devil May Cry par exemple, je vais tricher, je vais monter la luminosité. C'est moins beau, mais tu vois les mecs arriver de plus loin et tu peux les niquer. Donc ça dépend, est-ce que tu recherches le réalisme ou l'efficacité ?
Très sympa le mode Legendary Dark Knight qu'on a vu passer là avec le côté un peu Dynasty Warriors. Est-ce qu'on peut dire à quel point ce remake est superflu, paresseux. Ouais, toi, j'ai bien aimé Virgil quand même à jouer et tout. Ouais, mais ça apporte rien. Dans l'histoire, ça absorbe pas. Le problème, c'est que le jeu était déjà un petit peu désuet en termes de level design à l'époque, mais mais dans l'histoire, ça apporte rien, aucune mécanique. Ah non, si t'as déjà fait l'autre, oui. Si, en fait, cette version ne sert à rien si t'as déjà fait l'autre et que t'as pas de nouvelle console. Voilà. Mais j'ai quand même passé un bon moment à le refaire. Alors que... Puis c'est un beau maître étalon. Si t'as une belle télé, c'est vraiment le jeu étonner vos amis, quoi. Ouais. Au printemps dernier, il y a eu 2 remasters, 2 remakes du côté du RPG. On a eu Trials of Mana. Il y a tellement de remasters, c'est l'année du remaster. Non, mais je fais la liste, c'est hallucinant. Est-ce que t'as compté les Nintendo en plus? Oui, enfin on va Pikmin, forcément les aborder, on va forcément parler, mais ouais, Trials of Mana qui faisait le taf. Sans plus. C'est une manière très polie de le dire. Voilà, disons que j'ai passé un bon moment, mais ça... C'est toi qui as fait le test? Ah ouais. Et alors, t'as mis combien? J'ai mis 6. Ouais. Mais même sans ça, voilà, c'est un jeu à l'ancienne, c'est un jeu PS2 qu'on t'aurait resservi un peu plus détaillé, un petit peu plus soigné. C'est un jeu avec le budget des cacahuètes de Final Fantasy VII Remake, faut pas l'oublier. Oui, clairement. Ouais. C'est un jeu qui coûte rien, qui leur a rien... plus de succès qu'escompté d'ailleurs pour Square Enix. Ouais, qui leur a rien coûté. C'est merde, si on avait su, on aurait mis du ray tracing. Et il y a un truc, on en parlait pour Demon's Souls, c'est un jeu qui ne reconnaît pas du tout le travail des designers originaux du jeu. Il y a quand même les musiques qui ont été légèrement orchestrées. Mais ce que je veux dire, c'est que les crédits, Nobuteru Yuki, donc le dessinateur de Lodos, qui avait fait la jaquette originale, les designs originaux, il a tout fait, il a créé l'univers. Je crois pas qu'il soit crédité dans le jeu. Ouais. Moi, j'ai regardé le staff, il est où Nobu? Ah oui, mais après, si tu le cites... Et tu le cites, tu payes. Tu payes? Non? Il n'y a pas une question comme ça? Non, ou tu dois lui payer tes respects au moins? Non, donc, si tu utilises ses designs, alors ça dépend des droits, comment se passent les droits en session. Comment est-ce qu'il a signé? Je pense qu'à l'époque, tu signes machin. Là, l'intérêt pour eux, c'est de prendre un nouveau designer pour que ça soit simple et pour qu'il te fasse des milliards de designs très très vite sous la main, alors que le mec ne veut pas. On a vu le cas pour l'Anglisseur. Oui, j'allais y venir, mais voilà, là, juste pour terminer sur Trials of Mana, il y avait un New Game Plus qu'ils ont ajouté un petit peu et qui permettait d'accéder à une 4e classe, mais globalement, le jeu devenait craqué dès que tu atteignais la 3e déjà. Et ça devenait vraiment très facile, au point que tu arrivais dans l'arène, tu butais tout le monde. Et c'était... je sais pas, je suis à la fois content de l'avoir revu et plutôt content de son aspect beat'em up assez soigné, plus soigné qu'on ne pense d'ailleurs quand on voit ces trailers un peu moumou, mais c'est pas forcément un grand moment. Mais ça reste un grand fantasme. C'est Trials of Mana. N'oublie pas, Secret of Mana, ça a été un des grands jeux de la Super Nintendo. Quand le nouveau, donc Seiken Densetsu 3 sort, il sort uniquement en japonais, mais graphiquement il est magnifique. Donc tout le monde bave sur les screenshots des tests import, et j'y ai contribué à l'époque, donc je sais de quoi je parle. C'est que vraiment les gens au courrier... tous les mois, Joypad, on recevait des lettres. Quand est-ce que ça sort, la suite et tout, machin. Et en plus, déjà, il était compliqué. La partie aventure était plus complexe que dans le précédent. Donc, si tu parlais pas japonais, c'était mort. Et en plus de ça, il me semble que c'était un des derniers jeux vraiment hyper protégés contre les adaptateurs. Le AD29 et tout ça, ça passait pas. Alors, tu pouvais pas sauvegarder. Alors, de mon expérience personnelle, tu le passais quand même. Oui, mais il fallait le plus dur de cette génération, c'était quand même le Tales of Fantasia qui était un peu plus... Oui, bien sûr, voilà. Mais celui-là, tu pouvais pas le faire avec ton AD29 à 39 francs, tu vois. Tu veux dire l'adaptateur occidental? Voilà. Oui, d'accord, excuse-moi. Il fallait acheter la nouvelle génération d'adaptateurs. C'est moi qui ai mal compris. C'est vrai que, on va se resituer dans l'époque. Il y avait toute cette génération d'adaptateurs qui servaient à mettre un jeu japonais. Donc en gros, tu mettais le jeu japonais devant et l'adaptateur, tu mettais un jeu occidental derrière, un jeu de la nationalité de ta console, et comme ça, tu pouvais passer tous les jeux sans modifier ta console. Le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure des jeux, les protections évoluaient, c'était pas des patchs ou quoi. Là, c'était vraiment un adaptateur physique que tu achetais. Il y a eu dès le début, il y a eu Mario Kart et Mario Kart, Super Mario Kart. Donc du coup, il fallait un adaptateur à part. Ensuite, il fallait un autre adaptateur. Ensuite, quand Star Fox est arrivé, et ensuite quand sont arrivés les cartouches de 32 mégas et plus. Même Dragon Ball Z Super Butoden N2, il fallait l'adaptateur Fire et non plus l'AD29 qui était. Donc ça te rajoutait 200 balles sur ta note. T'achetais les adaptateurs. 30 €.
Ouais, ils ont coûté 150 Oui, pardon, balles, j'ai dit 39 francs, mais Ouais. non, c'est 39 euros. Et c'était toute une génération, alors qu'aujourd'hui, les gens feraient modifier plutôt leur jeu, surtout que, faut pas l'oublier, les jeux Super Famicom et Super Nintendo avaient la même forme. Oui. Ouais. Je parlais donc des RPG du printemps, il y en a un autre qui est sorti, c'est Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Oui. Voilà, ça fait partie des nombreux remakes de cette année du côté de Nintendo. Oui, non, mais c'est hallucinant. Et Pikmin 3 Deluxe, effectivement. Donc Xenoblade. Oui, mais c'est un succès. C'est un succès parce que là, pour le coup, il profite vraiment de l'amélioration graphique et de l'amélioration technique. C'est un jeu qu'on a toujours vu moche ou presque, sauf si tu jouais sur Dolphin. Et l'avoir donc sur Wii, il est sorti sur Wii, sur New 3DS où il était absolument abominable. Et là, on la clean. C'est le deuxième remake. C'est ce qu'ils avaient fait pour Hyrule Warrior, hein, de toute manière. On te fait une version portable pourrie et ensuite on le sort ensuite en version. Bon, j'avoue que ça a été un marathon de le tester parce que du coup, je l'ai repris du départ et en plus, il y avait le contenu additionnel qui était un petit peu là aussi superflu. Comme tous les contenus additionnels de RPG en fait. Hein. Genre les post-game, c'est-à-dire on retrouve les personnes. Pas Dragon Quest 11. Ouais, Dragon Quest 11, c'est encore plus problématique, mais on va mais en termes d'envergure et d'intérêt ludique, je veux dire. On va pas ouvrir. Non, mais c'est un post-game qui a été fait en même temps que le jeu. Oui. Là, on parle des post-game, genre comme des bonus tracks. comme FF10. Ensuite, ils ont rajouté un post-game sur la version FF10 internationale. Là, le post-game, il est vraiment chiant, quoi. Il est chiant, oui. Enfin, il est long. Non, il est sans intérêt. Ouais. Non mais quand t'as eu la substantifique moelle de Xenoblade qui genre c'est un RPG qui balance, c'est un RPG très shonen et que ensuite on te fait les petits bonhommes là. Ouais. Est-ce que t'as un RPG qui s'étend avec des environnements à perte de vue. Enfin, le réalisateur, il sait pas finir ses jeux. Ouais. Il a toujours eu un problème de rythme, il veut toujours en tartiner un maximum. Là, en l'occurrence, il y a une vraie fin. Il y a un vrai endgame intéressant dans Xenoblade. Et vu que tu l'as joué en version française, du coup, t'as dû tout saisir le. Tu l'avais pas fait. Ah non, tu l'avais pas fini à l'époque. Je l'ai fini ni sur Wii, ni sur DS, parce que je m'arrêtais toujours au même moment. Je crois qu'on en avait parlé à l'époque avec Boulap qu'il avait fait en Jap. Je crois qu'il s'était farci en Jap. Je confonds avec Xenosaga, non ? Non, Xenoblade. Et je lui disais, non, mais tu vas voir le endgame, c'est Matrix, quoi. Enfin, c'est est-ce que t'as pris la pilule rouge ou la pilule bleue ? Ouais. Et donc tu l'as cité tout à l'heure, il y avait un autre remake au printemps qui moi m'a bien occupé et que j'ai bien kiffé, c'est Langrisseur 1 et 2. Je te l'ai vendu ! Qui est sorti en France. Mais sur Switch. Et avec les designs gratuits pour le coup en Europe de Satoshi Urushira. Voilà. Donc pas ceux qu'on voit là. DLC. Sans DLC payant, ouais. Et quelle bonne idée, quel plaisir. T'as vu, hein, ça fait du bien, un bon petit jeu à l'ancienne avec les bonnes musiques de l'époque. Un bon tacos. Bon, c'est easy la mort, mais franchement, c'est cool. Je me souviens encore du pied que j'ai pris à voir mon mage éradiquer toute la map avec son sort tout autour de lui, là, l'éruption, là, ça a mis tout le monde dans le mal. Et voilà les bons designs. Les bons designs, ils sont en haut. Hein. Mais vraiment, j'ai pris un pied fou, même au niveau des orchestrations musicales. Tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que les gens vont pouvoir découvrir un des pans de tout ce tactical RPG, parce que ça a été vraiment un jeu fondateur de la Mega Drive et qui était complètement inconnu en France, quoi. Ouais, tout à fait. Et toujours sur le créneau RPG / remake, on a vécu un excellent moment, ou presque. Tu parlais des remakes juste un dur. Il y a eu Super Mario 3D All Stars. Ouais. Mais là, je suis sur le RPG. D'accord, vas-y. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Cricro. On était là, on l'a refait. Tu l'as refait, Daniel. Ouais. Et ça, par contre... Ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est médiocre. Ouais. J'ai mis combien ? 5 ? 5, mais ouais. Mais c'est médiocre. Qu'est-ce que c'est ? C'est moyen. C'est moyen, et tu sais quoi ? Moins. Même avec toute la force des développeurs japonais, leur opiniâtreté à se dire on va essayer de faire quelque chose de bien. D'abord, la sortie a été émaillée de problèmes techniques, c'est-à-dire de défauts, de game design vraiment débiles, et surtout, est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Ouais, je ne sais pas, en tout cas ça nous a pas donné envie d'y retourner. Non, c'est assez compliqué. C'est vraiment un jeu qui était compliqué à aimer avant. Et là, ils avaient toutes les cartes pour essayer d'en faire quelque chose de passable. Et il n'arrive même pas à ça, en fait.
Tu parlais donc, on va y venir, des remakes de chez Nintendo. Là, on sort un petit peu du cadre RPG. Donc, Super Mario 3D All Stars. Effectivement, c'est celui-là dont tu souhaitais, j'imagine, parler. Parce que Nintendo, oui, c'est quand même bien fait la cerise avec beaucoup de remakes cette année. Alors celui-là, en plus, en se disant, ouais les gars, achetez-le parce qu'il va disparaître en mars. C'est un modèle économique à la Disney. Où, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des DVD, Disney disait attention, les DVD ne seront jamais réédités. Donc ils sortaient les films un par un, il fallait que tu te jettes dessus parce que tu les aurais plus jamais. Et bon, effectivement, là encore, un lancement qui a été un petit peu compliqué. Avec, il a fallu attendre un patch pour avoir la possibilité enfin de retoucher au contrôle, notamment au contrôle de Super Mario Sunshine. La caméra, ouais. Et, bon, c'était pas forcément le moment le plus gratifiant de l'année du côté Moi, Nintendo. je dirais plus de mal de Mario Sunshine. C'est vraiment... J'en peux plus, quoi. Mais vraiment, c'est pas un... Bon, mais au moins, il y a Mario Galaxy. Au moins, il y a Mario Galaxy, mais encore, l'entourloupe, c'est de dire il y a Mario Galaxy. Et genre, et là, de faire il n'y a pas un 2 C'est vrai qu'on sait pas où est Mario Galaxy 2. Ah bah, je pense que... À l'usine d'un remake. Je pense que ça va... Un jour, ils vont... Ils vont peut-être le remettre sur une cartouche avec Mario Galaxy 2, Mario Chat et... Comment il s'appelait Mario Chat? Mais non, Mario Chat, il ressort sur Switch en février. Ah oui, c'est vrai. Il ressort Mario Chat. Alors, il sort en janvier. Mais avec ils vont le mettre... DLC. Ou février, effectivement, avec le DLC. Ils vont le mettre avec quoi alors, Galaxy 2? Je sais pas, peut-être qu'ils le refont. Ah, en plus joli. Non, mais le truc, honnêtement, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que si tu mets Galaxy 1 et Galaxy 2, les gens vont jouer à Galaxy 2 et pas à Galaxy 1. Et aussi un autre truc, c'est que c'est deux très très bons jeux, mais si tu les joues les uns à la suite des autres, ça va te faire mal aux dents, comme si tu mangeais des bonbons. Ouais. Je pense que c'est trop sucré. C'est trop agréable, trop de bonnes choses. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils fassent le Mario 64, mais avec des graphismes d'aujourd'hui. Oui. Ça aurait valu le coup quand même. Ah, c'est un jeu, bon après, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Bah oui, c'est un jeu qui a énormément amené, mais... tu vois, il ressemble pas à Mario. Il ressemble pas à l'image que t'as du Mario 3D. Mais tu sais que pour moi, le vrai bon truc, c'est que quand tu finis Mario Odyssey, tu as accès au château de Mario 64. Et ça... Ah, mais t'as pas fini Mario Odyssey? Si, oui. Ah oui, il y a la map. Non, je pensais, Odyssey, j'étais sur Mario Galaxy. Et tu peux utiliser le template, tu peux transformer ton Mario de Mario Odyssey en Mario de 64. Tant qu'on est un petit peu recyclé la nostalgie, il y a toujours le phénomène des consoles mini qui a toujours qui se poursuit cette année. La PC Engine notamment Mini, 3 machines, dont la PC Engine Mini qui elle aussi est arrivée juste avant le confinement. Voilà. 120 €, c'était quand même un peu cher. Attention, elle a baissé de prix encore là. Elle est à 86 € maintenant, donc ça vaut plus le coup. Ouais. D'ailleurs, je suis bien deg de l'avoir payé plein pot. Tant pis pour moi. Écoute, j'en ai bien profité cet été avec mon fils. Je lui ai fait découvrir PC Kid. Ah oui. Il a adoré. Donc voilà, c'est bien mon fils. Donc la PC Engine Mini, ça fait partie de ces consoles-là. C'est la console de l'année. On a présenté très rapidement, très succinctement. Pourquoi tu l'as présenté la Game Gear Jumpy parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. T'assumes pas? Il n'y a pas grand-chose à en voir non plus. Voilà. Et l'Astro City Mini, qu'on aura l'occasion de peut-être de voir. On pensait l'avoir aujourd'hui. Ah bon, bah non, elle sort le 17 décembre, donc ça aurait été compliqué. Oui, moi je pensais qu'on tournait plus tard, donc je me disais à la prochaine. Ouais, mais donc on aura peut-être un petit bonus lié à l'Astro City Mini d'ailleurs si vous êtes attentif. Et abonné Gamecult, voilà, je ne dis ça, je dis rien. On croise les doigts. Il y a eu également la Game & Watch Super Mario Bros, là encore en édition limitée pour les 35 ans. Donc toujours un petit peu ce revival, ces petites machines. Ce revival. Ce revival. Voilà. Ce revoilou. Mais bon... Voilà, ça reste, on est des pigeons. Et les alors, vous avez préco l'Astro City. Est-ce que vous avez préco le petit meuble avec le tabouret ou pas? Oui. Moi, je dirais pas. Mais, par contre... ce qui ne dit mot consent. Parce que moi, j'ai besoin de savoir. Je voudrais prendre des photos. Par contre, je crois... T'inquiète pas. Je peux t'aider. Par contre, tu veux que je te dise, ils sortent un autre truc vers le 28 décembre. C'est une boîte pour mettre ton Astro City Mini. Genre une boîte transparente. Ouais. J'ai vu ça pour 2000 yens. Qui a la gueule d'une salle d'arcade ou pas? Non, pas du tout. Dommage, c'est juste une petite boîte transparente. Et je pense que je pense pas la prendre parce que là, jette pas Sega directement. Ce qui me fait penser aussi qu'en termes d'accessoires et de goodies, cette année, pour conclure ce petit point, on a eu Mario Kart Live Home Circuit. Oui. En provenance du Japon, et là encore on en a un petit peu parlé lors des dernières émissions, mais j'ai l'impression que plus personne n'en parle. Alors peut-être que les ventes de fin d'année vont me donner tort. Bah non, justement, parce que je pensais que ça allait être un peu... en rupture de stock Non, je pensais que justement ils allaient solder ça parce que personne l'achetait, un peu comme les Lego Mario.
Et en fait, non, les Lego Mario sont soldés. Le jeu... alors attends, parce que si tu veux qu'on refasse l'historique, je le refais, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que les Lego Mario, les gens ont surstocké. Donc très très vite, Leclerc a pété les prix, donc tout le monde a suivi Leclerc. Et maintenant, résultat, tout le monde les a achetés à prix bas. Donc la base installée est importante. Donc maintenant, tous les add-ons sont vendus à prix fort partout. D'accord. Donc il y a eu un mauvais calcul. Mais maintenant, pour ce qui est de Mario Super Circuit, pour l'instant, je regarde et il ne baisse pas de prix. Donc ça veut dire que les stocks fonctionnent et que les gens l'achètent. Ouais. Bah, c'est un vrai cadeau de Noël idéal. C'est vrai que c'est un cadeau de Noël idéal. Genre si t'as fait le coup de j'offre la Switch l'hiver passé, ça marche vraiment bien sur les enfants. Je voulais savoir, Daniel, t'as joué toi au Paper Mario? Oui. C'est vrai? Ouais. T'en as pensé quoi? Parce que moi j'ai aucun avis dessus. Comme tous les Paper Mario. Ouais. Je trouve ça super. J'ai envie d'y jouer et ça me tombe des mains dès la 3e heure. Ouais. C'est genre, T'as pas voulu poursuivre, quoi. Même le système de combat avec les cercles et tout. Alors, système de combat, c'est quoi, le tuto est vraiment très très long pour un jeu Nintendo. Et genre, j'ai vu le début et j'ai pas senti la subtilité qui allait me faire. Et du coup, j'ai laissé tomber, en fait, Paper Mario. Mais c'est peut-être le meilleur, hein, j'en sais rien. C'est juste que je botte en touche. C'est pas une formule qui te. Je botte en touche. En fait, genre, je trouve que Mario, ça se prête mal à un jeu d'aventure, en fait. Ah oui, dans l'absolu. Hein. Ouais, dans l'absolu. Mais par contre, autant Luigi's Mansion 3, je suis presque allé au bout. Parce que je trouve ça vraiment super. Là, celui-là. Je sais pas. Bon. Très bien. Bon, on a parlé des déboires de Sega tout à l'heure, avec les déboires dans l'arcade, mais en termes de développement, ils ont quand même montré un certain savoir-faire, notamment avec sans doute l'un des jeux qu'on va mentionner au moment des top 3. C'est Yakuza Like a Dragon. Évidemment. Et je me suis réservé, je vous ai rien spoilé, j'en ai pas parlé ce matin avant le truc, parce que j'ai commencé Yakuza Like a Dragon. Alors et je suis sous le choc et sous le charme. Je trouve ça absolument génial. J'ai 5 heures de jeu seulement. Donc voilà. T'as même pas fait. J'ai commencé ce week-end. Si, je suis à Yokohama justement. Ça va. Donc voilà, je suis arrivé parce que c'est vrai que le jeu démarre vraiment à Yokohama. Le jeu démarre de toute façon en mode film. Voilà, on va dire t'as 2 heures de film vraiment bien d'ailleurs, enfin vraiment hyper intéressant. Mais alors, en plus qui satisfait non seulement fan de Yakuza, la partie RPG, c'est un coup de génie et ça m'a l'air d'être un coup de maître de la façon dont c'est géré, que ce soit la gestion des déplacements, le fait de pouvoir frapper plusieurs mecs, le délire des attaques spéciales, le changement de job et tout. Bon, c'est déjà rien que ça me met l'eau à la bouche. Mais surtout, comme tu le disais, Daniel, et comme vous le disiez lors des émissions auxquelles on lui a consacré, le jeu a un ton qui n'est pas japonais, enfin qui est inhabituel dans les jeux japonais, au sens où il va un petit peu prendre la défense des laissés pour compte. Et je trouvais ça. Tout en permettant de les tabasser. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est les méchants, tu tabasses les méchants. Mais je trouve qu'il traite de la situation des plus démunis avec une humanité qui est surprenante. Et des bébés de consignes de gare. Ça, c'est un truc important qui était un vrai phénomène. Au Japon, qui est devenu aussi un phénomène littéraire, puisque c'est le bébé de la consigne automatique. C'est un bouquin de Murakami, pas Ryu. Pas Haruki, mais Ryu. Et c'est vraiment un. Non, c'est Ryu Murakami. Oui, bien sûr, mais c'est bien Haruki, on dit pas de bêtises. Oui, l'autre c'est Haruki. Ouais. Et oui, ça, on parle des laissés pour compte, mais on parle aussi de l'immigration, de la nouvelle génération de Japonais qui sont sur de gaijin qui sont sur le territoire étranger, enfin d'étrangers qui sont sur le territoire japonais. C'est un jeu qui s'intéresse à tout ça, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres jeux vidéo japonais. On ne le voit pas. On l'avait déjà dans les derniers Yakuza. C'est des jeux qui sont devenus de plus en plus sociaux, en fait. Ouais. Et en même temps, ils ont cette part sociale. Et en même temps, ça reste quand même dans tous les sens. Ouais. Ça va. Enfin, je veux dire, tu te bats contre un Roomba géant. Tu te bats contre un tigre qui s'échappe du zoo. Tu te bats contre des mecs tout nus. Tu te bats contre les exibos, contre des gens qui sortent du Sopland. Les bébés en couche culotte. Les bébés en couche culotte. Les bébés de 60 ans. Les Yakuza en couche culotte. Donnez du lait maternel à cet homme. Ce
tu t'en remets pas, quoi. C'est génial de voir que ils ont quand même, il y a un bestiaire, parce qu'on peut pas parler de bestiaire puisque c'est un RPG, de plus de 200 personnages délirants, entre l'otaku, le military, de voir tous les gens différents que tu peux rencontrer dans le cadre de Yakuza. Et le changement de héros, alors pour l'instant, bon, je suis vraiment qu'au début, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée parce que le mec est tellement généreux, premier degré, naïf, mais en même temps redresseur de tort. Je trouve qu'il a vraiment tout de suite beaucoup de personnalité. Il apporte quelque chose par rapport à Kiryu. Ouais. C'est-à-dire Kiryu même s'il y avait des missions de délire, tu pourrais pas faire la même chose avec Kiryu en fait. Ouais. Et puis aussi les autres personnages sont super. Puisque là, t'as 3 persos ou 4 ? 3 persos là. Bah, les 3 premiers persos, ils sont super. Les autres aussi sont bien. Mais il y a je veux juste dire, parce que maintenant c'est le bilan, j'ai fait le test en janvier. Il a eu la bonne il a eu la note suprême. Et surtout, je suis content de toutes les réactions unanimes autour du jeu, quoi. Les gens sont heureux de jouer à Yakuza, et Yakuza devient à tel point un enjeu commercial. C'est le jeu de lancement de la Xbox, même s'il sort aussi sur PS4 et sur Steam. Enfin, c'est. Ouais. Puis dans une année sans Japon, à se balader quand même comme ça, de retrouver. Quel bonheur. Ça fait du bien. Non, c'est un jeu qui fait plaisir, c'est un jeu qui et en même temps et qui est riche en termes de système, quoi. Et qui vend pas et qui se vend pas, c'est-à-dire dans le sens où il fait le maximum de ce qu'il pourrait faire. Il pourrait faire moins, mais il donne toujours plus en termes de contenu. C'est un peu ouf. Et quand tu penses qu'ils sont revenus sur la formule en plein cours de développement, mais genre 9 mois avant la finalisation, et qu'ils ont après un poisson d'avril. Alors ça, attention, hein, je mets un bémol là-dessus, parce que comment dire, voilà, pour être tout à fait transparent, j'ai fait la traduction d'une interview avec eux pour le lancement du jeu en France. Putain, ça se trouve, t'as pas traduit celle que j'ai faite, l'interview. Ah non, c'était en live. D'accord. Ils pouvaient pas venir, donc on l'a fait en Skype live pour l'émission Xbox Inside, je crois. Et c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. Insider Xbox, je sais plus. En tout cas, voilà, donc j'ai eu la chance donc d'interroger les deux producteurs du jeu, et à la question de pourquoi avoir fait un RPG, ils ont répondu, et vous pouvez le voir, c'est en ligne. Ils ont répondu, nous on se dit pas on va faire tel genre de jeu, on choisit d'abord l'histoire, et ensuite on choisit le genre de jeu qui serait le plus approprié pour raconter cette histoire. Et là on voulait raconter une histoire avec plusieurs personnages, donc on a décidé d'en faire un RPG parce qu'il fallait que plusieurs personnages agissent en tant que groupe. Donc, oui, en tant que groupe, parce qu'ils ont déjà fait des Yakuza avec plein de personnages. Le 4 notamment. Le 4 et le 5. Mais voilà, donc je sais pas si cette légende de on a tout changé, je sais pas qui a répondu à cette question. C'est Nagoshi lui-même. Voilà. Il existe 2 versions, donc après je sais pas laquelle est l'officielle, mais en tout cas voilà, les producteurs exécutifs du jeu m'ont répondu ça à cette question. Et puis il y a autre chose à souligner, c'est quand même que Yakuza rentre dans la cour des RPG à succès qui sont maintenant en français. Ouais. Et ça, c'est vraiment très très important, parce qu'on Persona, avant d'être en français, c'était un succès d'estime, c'était un succès pour les gens qui regardent Gaiden Jazz, mais ça pouvait pas être grand public. Et la localisation, qu'elle soit de qualité ou pas, hein, mais le simple fait de faire une localisation, c'est une garantie de toucher un public que tu n'aurais pas eu en premier lieu, et ça, de l'avoir fait dans l'année même, parce que on parle de performance de traduction. Alors c'est vrai que Pokémon, ils sortent World Wild dans 274 pays. Là, on parle de Yakuza, ils ont quand même moins de ils ont pas un staff permanent, mais ils ont fait dans l'année même, ils ont sorti le Yakuza au Japon, qui est sorti en janvier, et en novembre en Occident. C'est quand même une bonne perf pour eux. Tu m'offres une transition toute trouvée pour un autre jeu qui a brillé par sa localisation. Gotti, on est d'accord? Oui, Gotti. Pour moi, je vote, c'est mon Gotti. Je pense qu'il sera bien placé. Mais je veux attendre d'en voir plus, je peux pas m'engager comme ça. Bien sûr, la rédaction s'engage. La rédaction s'engage. Non, mais voilà, tu parlais de localisation, qui est un phénomène quand même qui a beaucoup marqué aussi cette année, même si bon, il y a déjà eu des localisations, mais là vraiment, tu as l'impression que les jeux sont localisés en français de façon beaucoup plus régulière, et ça touche notamment 13 Sentinels Aegis Rim. Ah là là, mais oui. Disponible depuis septembre dernier, et qui a été un des grands jeux de Gaijin Dash aussi. Un des grands jeux Gaijin Dash qu'on a longtemps suivi, qu'on a longtemps espéré. Et alors, j'en attendais peut-être trop.
Mais j'ai quand même passé un excellent moment. Déjà, un ravissement pour les yeux. Ça fait quand même partie des qualités indéniables du jeu. Mais même, j'ai bien aimé les phases tactiques. C'est hypnotisant, hein. C'est un espèce de Fantavision intéressant, en fait. Après, voilà, le scénario, je serais incapable aujourd'hui de le reconstruire. Déjà qu'à la sortie, j'avais un peu du mal à relier les différents éléments. Alors, tu sais ce qu'il faut faire pour le scénario? Il faut lire la bio des persos. Oui. Et quand tu lis la bio des persos, c'est super cohérent en fait. Tu fais ah ouais, en fait, il va dans telle époque, il revient dans telle époque. C'est comme un Tarantino en fait. Ouais. Le truc est monté à l'envers. Ouais, tout est déconstruit et c'est parfois difficile. Je trouve ça génial. En plus, c'est rare d'avoir un jeu qui commence par la fin en disant bon bah voilà, c'est la bataille apocalyptique. Ouais. Et maintenant, on va reconstituer tout ce qui s'est passé avant. Et c'est parfois des trucs complètement anecdotiques de. Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'elle a pris une crêpe à la vanille ou est-ce qu'elle a pris une gaufre? Et parfois d'un simple changement de scénario, tout d'un coup, ça ouvre une nouvelle voie. Tu penses que c'est complètement anecdotique et en fait ça a une importance dans l'histoire. C'est assez. Honnêtement, s'il y a un jeu d'aventure à faire cette année, c'est ça quoi. Un jeu d'aventure narrative, ouais. Après, j'ai pas joué à Death Come True, tu vois, des jeux un petit peu comme ça, des espèces de visual novels qui portent la marque de grands créateurs. De Danganronpa notamment ou autre. Mais là on a vraiment un truc très nouveau quand même. On a vraiment un truc qui est vraiment audacieux, un truc qui est comme artistiquement assez exigeant. Et accessible. Et accessible maintenant. Tu parles de jeux audacieux et narrativement exigeants. Est-ce qu'il te reste quelque chose de Deadly Premonition 2 qui a fait partie des jeux japonais de cette année-là? Alors, faut pas m'en demander trop. J'ai joué à Deadly Premonition 1. Ah oui, c'est vrai. Et le 2, j'étais épuisé par le Deadly Premonition. Parce que c'est vraiment exténuant. Et en plus, il est complètement fracassé. Ils l'ont arrangé, a priori. Il y a quand même quelques petits ils ont arrangé les trucs qui font scandale. Enfin, les trucs... parce que, bon, ça a été écrit visiblement... par des vieux japonais. À la japonaise, ouais. C'était quoi l'histoire? Il y avait un travesti, non? C'était, je sais pas. Alors je ne connais pas, j'ai pas joué au jeu, je peux pas m'expliquer. J'en ai entendu parler. Je crois que c'est un personnage trans, c'est une trans ou je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas le fondement de l'histoire. Mais écoute, si s'est senti obligé de changer l'histoire, c'est qu'il a dû se sentir vraiment mal d'avoir écrit de la merde. Mais après j'ai pas joué au jeu et tout le monde m'a dit que c'était vraiment fracasse, y compris les joueurs du premier. J'ai fini le premier Deadly Premonition, je suis pas mécontent. Est-ce que ça valait le coup? J'ai beaucoup rigolé et surtout Puyo, il y a un personnage qui te ressemble. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais quoi, dès qu'il y a ce personnage qui arrive, les gens disent putain, mais c'est Nick Verlex, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, bon. Enfin. Non, il te ressemble vraiment très fort. Bon, on va faire aussi un petit peu le bilan des jeux adaptés de manga et de séries animées, parce qu'on sait que vous êtes, les auditeurs de Gaïja sont forcément passionnés par ce domaine-là. D'où notre grosse digression. D'où votre digression de 3 quarts d'heure là, dans le point news, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement marqué, notamment du côté de chez Bandai? Je pense à Dragon Ball Z Kakarot, à One Punch Man, à One Piece Pirate Warriors 4. Est-ce que ce sont des jeux, là on voit Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot, je m'en suis rapidement lassé en fait. Ah ouais. À quel point à quel moment? L'arrivée de Vegeta, les combats de boss. Oui, c'était mal réglé les combats de boss. Moi, c'est l'arrivée de Vegeta. On peut pas te vendre un RPG et au bout d'un moment te dire finalement faut que t'évites des rayons selon un certain pattern et tout. Enfin, c'est un mélange des genres qui avec moi ne fonctionnait pas. Donc je vais peut-être lui redonner sa chance. Ça fait partie des jeux que je vais essayer sur Series X pour voir s'il a été amélioré et tout. Mais peut-être que les temps de chargement, il me semblait qu'ils étaient relativement parce que les temps de chargement, ils étaient un peu relous. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner, mais je m'étais vite lassé en fait. C'est-à-dire que tu te balades en libre dans les mondes de Toriyama, ça c'est super. Visuellement, il était vraiment sympa. Comme d'habitude, alors ça c'est aussi un autre truc qui est compliqué, c'est que t'as le pouvoir de péter des planètes, mais il y a quelqu'un qui dit j'ai perdu trois chats, va me les chercher, aide-moi à trier mes fleurs, et il faut faire ça pour gagner de l'expérience. C'est pas très DBZ compatible, on va dire, mais ça a le mérite d'exister. On sent ce qu'ils ont voulu faire, mais pour moi ça mélangeait un peu trop de choses. Mais pour moi, de toute façon, le jeu DBZ ultime, ça reste Dragon Ball FighterZ. En fait.
pour Kakaroto, moi j'ai plein de choses conflictuelles là, sur ce jeu, parce que je pense que j'aurais eu ce jeu à 10 ans, ça aurait été le jeu de ma vie. À 12 ans, tu rigoles, tu revis exactement les mêmes passages que dans le dessin animé, et en plus avec un petit angle RPG. Maintenant, aujourd'hui, si tu me dis à plus de 40 piges de voler dans un monde ouvert de Dragon Ball pour récupérer des billes de lumière qui vont servir au craft de Son Goku, je te dis non, j'en veux pas. Comme Greg, je me suis arrêté au boss parce j'avais oublié ce côté Knights, effectivement. Tu dois voler, horrible, et en plus les billes si tu passes pas assez proche, elles y arrivent pas, et la maniabilité est plutôt mal fichue. Je veux juste aussi dire un truc qui m'avait un peu choqué, c'est que et c'est là qu'on voit le différentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à FF7 Remake en anglais sous-titré français. Et faut pas oublier que c'est une version japonaise qui a été traduite par une équipe anglaise qui a fait la version anglaise, et par une équipe française qui a fait la version française. Donc tu obtiens des résultats différents. Tu peux pas obtenir le même résultat par des équipes de traduction différentes. Et là, l'équipe de localisation de Dragon Ball, je sais pas s'ils connaissaient Dragon Ball, ou s'ils ont eu accès à Dragon Ball comme on l'a eu, ou au moins parce que c'est pas la VF de Dragon Ball en fait. Il y a des moments où tu dis ah non, mais clairement ils connaissent, enfin ils ont pas eu d'accès à ce qui est possible, qu'ils aient pas eu ça, mais la VF de ce Dragon Ball est vraiment... Ça m'étonne, parce qu'en termes d'équipe de production, même chez Bandai Namco au Japon, alors bien sûr c'est Dark Connect 2 qui... Et alors tu sais quoi, je veux jamais mettre en cause les gens, parce que ça se trouve ils ont eu le projet sur des fichiers Excel différents. Tu sais, parfois c'est des... En fait, je pense qu'ils sont passés à travers l'anglais en fait. Et ça se voit en fait, parce que tu ne traduis pas, tu traduis pas Dragon Ball à partir de l'anglais. Pour tous les gens qui ont connu Dragon Ball en France, ça se voit en fait. Et c'était une VF vraiment pas géniale, et sur plein de points, à chaque fois je me disais c'est pas possible, c'est pas Dragon Ball quoi. Et il y a juste un bémol à mettre, c'est que c'est un jeu qui a été fait avec 2 francs 6 sous, parce que visiblement c'était un bout de contrat. Quand tu t'intéresses à la genèse de jeu, c'est genre ils devaient faire un jeu à ce moment-là, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce jeu, et genre par rapport à tout ce qui a été mis en place pour le réaliser, le résultat est pas si naze. Ouais. C'est juste que... C'est comme Captain Tsubasa. Ça aurait mérité 6 mois de plus. Voilà. Captain Tsubasa, dont on peut également parler, puisqu'un jeu de Tsubasa est sorti en 2020, et ça, c'est pas loin, un jeu de Tsubasa sur console. Et même PC, c'est quand même assez... Enfin, non pas inédit, mais enfin, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Et je pense que le résultat était mi-figue, mi-raisin. Je pense que c'est ta note la plus généreuse que t'aies jamais mis à un jeu médiocre. J'ai mis 5 ? Non, t'as mis 6, je crois. Non, t'as mis 6. J'exige une vérification absolue. T'as pas mis 6 ? Non, c'est pas possible. J'ai pas pu mettre 6 à ça. Putain, si j'ai mis 6. En direct. Non, 5. Ah, t'as mis 5, non, quand même, Daniel. Mais ça reste... Je t'ai mis le doute, quand même. Mais ça reste quand même généreux, effectivement, pour un jeu qui... Tu fais le mode histoire et puis tu t'en vas, parce que le gameplay... Tu fais pas un FIFA avec des potes en ligne? Non, mais alors, tu veux que je te dise? Il y a eu des gens pour le défendre, je pense que d'abord, tout jeu est défendable. Non, bien sûr, mais c'était l'avènement du Christ, quoi, tu vois. Alors, tu sais quoi, déjà, je pense... ça fait plaisir de le revoir, mais... il faut se réjouir quand un jeu de Tsubasa n'est pas merdique, déjà, aujourd'hui. C'est déjà ça, non, mais... c'est vrai. Faut s'en réjouir. Déjà, il est pas nul. Il se laisse jouer. Il y a juste un truc, c'est que je pense que Tsubasa devrait pas aller dans les trucs de... genre créer des petites fiches. Tu sais, t'as tout un système où tu dois créer ta propre équipe. Il faut bien donner un peu de profondeur derrière. Et je trouve que ça colle pas du tout à Tsubasa, en fait, ça. Ils se font des millions avec le jeu mobile qui correspond un peu à tout ça. Je pense que c'est l'influence du jeu mobile, en fait. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup moins. Maintenant, je suis assez content parce que ça représentait un peu l'esthétique de Tsubasa que je connaissais, et pas le truc de la série récente, en fait. Oui, graphiquement, ils ont réussi quand même un chouette truc à faire entre le dessin animé ancien et nouveau. Et il y a un truc que j'adore avec Tsubasa, et je vois les images, c'est quand même ses bouches qui sont un peu déformées, un peu en biais, un peu sur le côté. Et ses frères jumeaux. Oui, ils parlent de la joue. Oui. Mazuo et Kazuo, là, qui ont la bouche carrément sur le côté. Les frères franchement,
Moi, je n'éprouve que de la tendresse pour Tsubasa. Et pour la fanbase Tsubasa qui, quand même. Quand on voit ton stream, on ne peut pas penser autrement. C'est des gens acharnés, je veux dire, la fanbase de Tsubasa. Alors que. Voilà. Je pense que Kakaroto et Tsubasa sont des jeux assez similaires dans la portée, dans le design. C'est des jeux qui essaient de bien faire. Greg, je suis surpris après tout le lobbying que tu as voulu faire cette année pour en parler dans Gaiden Dash ou même sur Gamecult. Tu ne parles pas de One Punch Man. Mais j'attendais qu'on finisse pour parler le meilleur pour la fin, voyons. Évidemment. Un excellent jeu, forcément tiré d'un des meilleurs mangas disponibles en France. Et écoute, j'ai fait les 1000 G. Ah ouais, 2020, année c'est dommage qu'on voit pas derrière le masque le sourire de Greg en ce moment. Voilà. Il a fait les 1000 G. Tu sais quoi, je m'apprête à faire les 1000 G sur un autre jeu là et non mais, c'est dur. Enfin... Non, j'avais trouvé une astuce. J'avais trouvé les bons coups parce que en fait l'avantage du jeu c'est que t'as un mode bagarre évidemment, mais t'as surtout un mode scénario où tu crées ton propre héros et en fait tu peux apprendre le style de différents personnages et une fois que t'as trouvé le bon style, la plupart des missions se passe bien, on va dire. Tu peux que gagner, non ? Non, alors attention, hein, tu ne joues pas Saitama justement. Oui, Saitama arrive à la fin. Tu crées ton héros et le but il est pas toujours là, mais quand il est là, il tue tout le monde d'un seul coup. Mais il y a quelques missions où justement le but c'est de finir les ennemis avant qu'il arrive. Et justement, alors la subtilité, elle était quand même présente. C'est pas Saitama qui. Enfin, le jeu était suffisamment bien conçu pour que ce soit pas trop le mec qui gagne tout le temps. Enfin. Alors en fait, il est invincible, invulnérable et il te tue en un seul coup quoi qu'il fasse. Ouais. Mais t'as une comment dire, quand tu joues en versus, si l'un des deux choisit Saitama est forcément en dernier et du coup ça met une pression supplémentaire sur celui qui a pas Saitama dans son équipe puisqu'il a un temps avant que Saitama arrive. C'est-à-dire que si tu arrives à battre ton adversaire en moins de... Alors je sais plus, c'est en moins de 3 minutes, Saitama n'arrive pas. Et du coup, tu as battu. C'est-à-dire que perdu la manche. Tu prends, en fait... Tu choisis 3 héros. Mais si dans ton équipe, tu as Saitama... En fait, t'as que 2 personnages. Et je veux dire, c'était bien équilibré ce concept-là ou pas ? Bon, écoute, ça marchait plutôt pas mal. Ouais. Après, j'ai pas joué avec avec des PGM ou quoi. Hein. J'ai fait des parties avec mon fils, tu vois, on bourrinait. C'est pas un jeu de baston ultra technique. Hein. C'est un peu comme les Naruto sur GameCube. Chaque personnage a 3 ou 4 coups, puis après t'as les super attaques sur les gâchettes. Mais graphiquement, c'était plutôt assez fidèle. Mais c'est un jeu que je recommande aujourd'hui parce qu'il est à 10 balles. Mais c'est vrai que 69 €, c'est pas un jeu qui t'offre un contenu suffisant pour 69 €. À 10 balles, c'est rigolo, quoi. Tu parlais d'un jeu beaucoup trop cher pour être apprécié par n'importe qui. Je pense aussi à Gundam versus Extreme Maxi Booston. Voilà, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, sans doute beaucoup plus que prévu à la base, et voilà, j'ai accroché de ouf. Mais bon. Oui, c'est un jeu efficace. Hein. C'est un jeu efficace. J'ai juste allumé, j'ai joué un tout petit peu et j'ai fait. C'est toujours le même concept. En fait, il faut bac plus 10 pour. Voilà, c'est-à-dire que si tu veux vraiment t'y investir, tu fais que ça. Et c'est toujours un petit peu le problème des jeux de baston. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent en ligne ? Il y a toujours un petit serveur européen avec des gens qui sont toujours là, des fidèles. Parce que le truc, c'est que les mecs sont invincibles. Voilà, c'est ça, c'est que tu fais défoncer. Et puis le serveur européen, il est pas. Et puis le mode histoire, il est d'une difficulté assez hallucinante dès que tu arrives dans les toutes dernières missions. Ouais. Là, j'étais sur le dernier objectif, j'ai jamais réussi à battre. C'est quoi l'objectif ? C'est Amuro et Camille ensemble et ils défoncent la gueule. Et genre ils sont extra. Et même avec toutes les cases, avec tous les boosters que tu peux avoir, tu leur fais des dégâts microscopiques et eux ils t'arrosent 2 fois et c'est fini, quoi. Donc c'est un petit peu frustrant. Et les voisins s'en souviennent, je pense. Bref. Alors, mais tu sais que le tout premier, qui était sorti sur PS2 et donc sur Dreamcast, ça reste un de mes GOTY de tous les temps. Hein. Donc le jeu Capcom, le concept vraiment. Le tout premier de Capcom. Gundam versus Zeta Gundam ou non, Fédération versus Zéon. Donc celui qui est sorti sur Dreamcast. Voilà, celui qui est sorti sur Dreamcast et sur PS2. Pour moi, ça reste un de mes jeux vraiment. Il est très bon. Très bien. Très bien équilibré. Un jeu d'arcade. Et justement, il était encore simple d'accès. Tu vois, il n'y avait pas encore tous les Gundam modernes avec tous les petits gadgets, tous les petits. Les funnels. Voilà. Ouais. Et parmi les jeux de baston auxquels je n'ai pas joué, donc figure Grand Blue Fantasy Versus. Non, moi aussi, je suis complètement passé à côté. Beaucoup trop cher et du coup, j'ai pas a priori là une réputation assez
assez moyenne. Il semblerait que le jeu n'était pas suffisamment riche auprès des PGM. Donc voilà, passer la lune de miel, après, ça tournait un petit peu en rond, même s'ils ajoutent régulièrement de nouveaux personnages. Ah bah les gens s'attendaient à l'héritier de Guilty Gear. Ouais, l'aspect visuel est toujours assez cool, hein, mais bon, forcément, à chaque fois, la volonté de simplifier les gameplays, eh bien forcément tu simplifies aussi la profondeur de jeu, si j'en crois Maxime. Tu passes l'année en revue ou tu fais les GOTY ou... On fait des grandes thématiques. Les jeux qui ont marqué l'année, en fait. Il y a un truc qui me paraît important à dire sur cette année, c'est les DLC. Et Nintendo qui s'implique vraiment dans les DLC. Alors il y a le DLC de Pokémon, ça Greg pourrait plus en parler, je crois que tu as beaucoup plus suivi l'histoire. Et moi il y a eu un DLC qui m'a marqué de Nintendo, c'est celui de Fire Emblem. Et celui de Fire Emblem, il est sorti cette année. Hein. Ah ouais, Three Houses. Et il est dur à en crever. Ah bon? Mais je crois qu'il trouvait que le jeu était trop facile. Ah non, mais moi j'ai mis. Là, je me suis dit, attends, c'est le DLC, je mets hard direct. Ah oui. Je mets hard direct, et honnêtement. Tu t'es fait défoncer? C'est des victoires, mais genre au dernier mec près, à la dernier pixel, mais comme t'en vois jamais, comme t'en vois plus jamais sur un contre improbable. C'est très très dur, mais les persos sont super. C'est un jeu qui rajoute du contenu en plus d'être un jeu extra riche, quoi, déjà à la base. Et ça permet de rejouer à Fire Emblem, qui est quand même un peu le tactics marquant de ces dernières années. Voilà. C'est un jeu qui dégueule de contenu aussi et dont on a déjà largement parlé le mois dernier, c'est Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Oui. Voilà. Un des GOTY aussi. Hein. Un des GOTY, clairement. Un des GOTY. Belle surprise. Ouais. Et c'est marrant parce qu'au Game Awards, à un moment, il y a le trailer de Hyrule Warriors qui arrive et moi je fais oh putain, le DLC, on va voir le DLC. Que dalle, c'est juste le trailer de ça. C'est un grand jeu, c'est un très grand mousseau. C'est un jeu super efficace, c'est un jeu qui a du charme et en plus qui brode autour de Breath of the Wild et du lore de Breath of the Wild, qui est quand même le lore le plus intéressant que Nintendo ait en stock. Ouais. Oui. Du côté de Zelda. Non, de tout jeu confondu, genre à part Metroid, sur lequel on est sans nouvelles et surtout c'est un lore qu'ils utilisent pas trop, quoi. Vous allez pas me dire F0, enfin je veux dire il y a eu un comics. Non, ce que je veux dire, c'est que Breath of the Wild, c'est un univers absolument c'est l'univers le plus intéressant que Nintendo ait fait depuis des années, et il l'exploite de manière assez habile, et ça se voit d'autant plus que c'est un des rares jeux inédit de Nintendo cette année, quoi, parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est que tu sais quoi, ils ont fait une année un petit peu piano. Tu sais, comme quand je sais pas, toi t'étais un bon élève, mais moi beaucoup moins. C'est quand t'as ton bulletin et qu'il y a marqué vie sur des acquis. et ben c'est ça en fait, c'est Nintendo, ils vivent sur des acquis. Mais non, mais tu vends 26 millions d'Animal Crossing, tu peux garder ton stock pour la suite. Non, mais aussi. Même Animal Crossing, si tu veux, dans l'absolu, c'est important. Je veux dire, l'essentiel est assuré, c'est ça le truc, et que du coup tu peux garder un peu de catalogue pour éventuellement broder sur d'autres choses l'année suivante. Je veux pas choquer les gens qui sont fans d'Animal Crossing et qui vont me dire c'est des nouveaux jeux. La preuve, il y a une échelle, on peut faire du terraforming. Ok, c'est un nouveau jeu. Ça reste l'énième Dynasty Warriors, alors celui qui s'est le mieux vendu, qui a réalisé le meilleur démarrage de toute l'histoire des Dynasty Warriors, forcément vu la licence. Mais c'est pas non plus un concept hautement original. Ah non. Mais surtout que la moitié du système revient. Après, il est bien exécuté, du précédent. Il est bien. Ah, ça me fait plaisir que tu dises bien exécuté, sans parler de framerate et tout ça, de tous ces bémols GameCube. Ah, mais moi, je parle de game design. Ouais. En termes de game design, c'est le jeu parfait au bon moment. Effectivement, je voudrais également revenir sur une autre tendance. Voilà, c'est, on va dire, les Occidentaux qui réussissent à faire aussi bien, si ce n'est mieux, que les Japonais. Ça concerne forcément Dotemu et Lizard Cube et Guard Crush Games sur Streets of Rage 4, qui n'est pas un jeu japonais. Tu voulais faire ton segment. Mais presque. En tout cas, dans l'ADN et dans la qualité de finition. On en a là aussi beaucoup parlé dans Gaijin Dash. Et même dans toutes les autres émissions, mais c'est une franche réussite, alors que voilà, Streets of Rage 4, il n'y avait pas de projet plus casse-gueule. J'attends qu'on puisse jouer le kangourou, moi. Ouais, ça manque un petit peu de DLC pour étoffer tout ça, c'est sûr qu'on aimerait encore plus de stages. Ils en ont annoncé, non ? Ils ont dit que c'était effectivement qu'ils y songeaient très fortement, l'officialisant plus ou moins, mais voilà. Et l'autre jeu peut-être, mais celui-là il y a débat, c'est Ghost of Tsushima.
Voilà, qui est pour le coup très d'inspiration Japon féodal évidemment, et qui a quand même été un jeu marquant / Japon de l'année, même si forcément c'est Sucker Punch qui est derrière. Ah tiens, je voudrais faire un disclaimer sur Ghost of Tsushima. T'en prie. Parce que dans l'émission, j'avais dit que j'avais jamais eu de rencontre aléatoire, et tout le monde m'était tombé dessus, il a pas joué au jeu, il a pas machin. Là. Et en fait, j'ai fait une mise à jour, et depuis j'ai des combats aléatoires. Il y en avait déjà de base, c'est bizarre. Bah oui, mais T'en avais jamais rencontré. Écoute, j'ai peut-être pas pris les bons chemins ou je ne sais quoi, mais voilà. Alors maintenant, oui, il y a des combats aléatoires, je trouve tout de suite le monde plus riche, plus vivant. Et du coup, voilà, si j'ai le courage, je pense que je vais m'y remettre. Tu parles des réussites. D'abord, puisqu'on finit à faire un petit segment Ghost of Tsushima, je l'ai platiné. Donc, non, mais les gens pourront pas dire j'y ai pas joué, mais je l'ai platiné en mode. Je vais au travail, quoi. Bah oui, mais c'est normal, un jeu de plein d'activités comme ça, si tu veux platiner, t'as l'impression de... Quand j'ai caressé pour la 56e fois un renard, t'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mais je me suis dit c'est le dernier. Et tu sais quoi, et jusqu'au bout, tu sais, j'appelais Zbeb, parce que Zbeb était un peu mon coach, genre vas-y putain, tu vas y arriver, tu vas finir Ghost of Tsushima. C'est comme ça qu'il me parle, hein, évidemment. Et du coup j'ai réussi quand même à le platiner. C'était pas fun. Non, mais c'est pas forcément. Fun. C'est-à-dire. Non, mais il fait le job. Non, mais c'est-à-dire, de tous les open world de l'année, ça reste un des plus fun. C'est ça le paradoxe, parce que j'ai joué à Assassin's Creed après, et je trouve que Ghost of Tsushima est meilleur. Mais j'ai mon jeu à open world préféré cette année, c'est Maneater. Et Maneater est un jeu occidental, mais quelque part, il y a un game design qui se rapproche un peu d'un truc à la japonaise, puisqu'il y a de l'XP. Et le requin... les cheveux sont tirés, là, mais c'est... Et il y a un requin qui passe des levels. Il y a un requin qui passe des levels, et honnêtement, je me suis éclaté comme jamais sur Maneater. Mais oui, j'ai vu que tu le streamais en ce moment. C'est super. Mais c'est vraiment un des grands jeux de l'année pour moi. Écoute, je te conseille de jouer à Hungry Shark sur tes tablettes ou téléphones portables. Mais Maneater, vraiment, c'est un grand jeu. Il mérite son 9 sur 10 qu'il a eu sur Gamecult, je pense. Sur le site de référence. Comment est-il sur PS5 ? Et je veux juste dire un truc sur Ghost of Tsushima, c'est qu'avec Zbeb, encore une fois, on a joué au multi. Et le multi a bien sûr arrivé 5 mois trop tard, donc il n'y a plus personne. Mais on a quand même on a fini toutes les missions du mode story. Et ça aurait pu être un mode multi génial de samouraï. Et finalement, comme il est arrivé trop tard, les gens étaient passés déjà à autre chose. Donc il y a plus grand monde en ligne ? Ah non, il n'y a personne. Mais après, il n'y a plus grand monde, tu sais, ça veut rien dire, parce que hier soir, j'ai essayé de faire le multi de Fast and Furious, un jeu Namco Bandai, figure-toi, que personne, il n'y a pas eu de test à Gamecult. Il est passé, il n'y a pas eu d'exemplaire presse. Tout le monde a voulu l'oublier. Il est sorti au début août. C'est vite, c'est la sortie alimentaire. Pourtant, il y a un jeu avec Vin Diesel, je comprends pas. Et hier, je me connecte et il y a 5 personnes qui attendent en multi dans le monde. Ils attendent 9. C'est des parties à 9 joueurs en plus, donc il faut trouver 9 personnes qui jouent sur PS4 ou sur. Ça, c'est insupportable, les jeux en ligne où tu peux pas jouer s'il y a pas assez de gens. On peut dire tout ce que tu veux sur Fortnite. L'intelligence de Fortnite, c'est que t'attends jamais, parce que s'il y a pas 100 personnes qui sont prêtes à jouer, hop, il te fout des bots. Des bots, ouais. Et moi, c'est pareil, on va en parler tout à l'heure de à quoi tu joues, parce que je continue à tester des jeux japonais sur Xbox Series X. Et pour un succès, il fallait que j'organise un tournoi en ligne sur Tekken. Quelle galère! Oh là là, heureusement, ils ont mis l'option, j'ai découvert, il faut 8 personnes pour faire un tournoi. Il n'y a pas 8 personnes qui jouent en ligne sur Tekken en Europe, tu vois. Donc j'ai dû attendre un petit peu, et heureusement tu peux lancer le tournoi à partir de 4 ou 6 personnes. Mais effectivement, ce genre de jeu où il faut être un certain nombre, sinon ça se lance pas, ça te tue la vie d'un jeu en fait. Ouais. Alors que tu foutrais des bots, tu foutrais des IA, tu pourrais continuer à jouer. Et juste pour finir sur cette parenthèse des jeux gaijin, mais qui essaient de faire les jeux à la japonaise, je pense que Hades est vraiment un jeu à un gameplay très très nerveux à la japonaise de la grande époque. Et clairement, les gens qui ont développé ça, ils connaissent, quoi, tu vois. Ils savent qu'un déplacement précis. Non, mais c'est vraiment pixel près. Pour moi, ça ressemble plutôt à du Diablo. Mais est-ce que Diablo n'est pas d'influence japonaise déjà à la base?
il y a vraiment un truc vraiment incroyable dans Hades. Je pense que c'est un des jeux de l'année. Pas eu le temps de m'y pencher, hélas, mais... Et le design en plus, cette science du chara design, je pense que clairement il y a une volonté aussi de prendre le panthéon grec, d'en faire une version post-Senseiya. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est Senseiya mais avec du sexe. Senseiya ? C'est tous les personnages, ils sont très très sexués et tout. T'as l'impression que, comme le Panthéon grec, ils baissent tous entre eux. C'est vraiment une des bonnes surprises. J'ai joué à Haven aussi. Oui, c'est vrai. Par les développeurs de Fury. Donc c'est ça qui m'a intéressé aussi. Alors Haven, le paradoxe, c'est que graphiquement, ça fait énormément penser à du Mobius, mais aussi à du Gravity Rush. Tu vois un peu un mix comme ça. Artistiquement, c'est très exigeant. La paradoxe, c'est que ça parle d'une relation de couple, de gens heureux et qui s'aiment de jeunes qui s'aiment. Et ça, c'est le truc le moins japonais de tous les temps. Alors, un couple heureux. Non, mais c'est-à-dire. Après, je suis pas allé suffisamment loin pour voir s'il n'y a pas un moment des zones d'ombre et ce genre de choses. Non, mais je veux dire, ne serait-ce que dans l'histoire de la fiction au Japon et l'histoire de le bonheur dans le couple n'est quelque chose qui n'est jamais représenté. Déjà en jeu vidéo c'est limite, mais en plus au Japon c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment prendre ils ont fait un contre-pied très étonnant sur la méta asiatique, quoi, parce que vraiment il y a une influence asiatique, ça se voit, mais par contre le jeu raconte complètement autre chose. Parmi les succès surprises au Japon, on va conclure là-dessus. Donc il y a Momotaro, dont on a parlé durant le point news, qui fait plus d'1 million de ventes sur Switch. Et puis il y a évidemment l'autre phénomène de cette fin d'année, c'est Sakuna, qui est en rupture systématique. On en a parlé là encore le mois dernier. Sakuna, donc à la fois riziculture et Muramasa dans l'esprit, donc avec cette vue en 2 dimensions, ces scrolling à l'ancienne et cette petite bêcheuse qui s'en va combattre les monstres pour récupérer suffisamment de matos pour que la cultivation du riz. J'avais dit le nouveau Actraiser. Le nouveau Actraiser, et là aussi, pour le coup, c'est un jeu qui est peut-être un petit peu passé sous les radars. Très 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 grand jeu. Hein. Pas au Japon. Hein. Au Japon, il est en rupture de stock permanent, le Deluxe Pack il vaut cher. Ouais, effectivement, qui est un jeu phénomène de cette année 2020, finalement bien rempli, quand on voit tous les jeux déjà qu'on a cités. En fait, si tu regardes tous les jeux dont tu as parlé, Greg et moi et toi, c'est y a pas tant, on a parlé des remakes juste pour ironiser dessus, mais par contre il y a beaucoup de concepts intéressants. Là on est vraiment dans le high concept, c'est un jeu de plateforme et en même temps un simulateur de riziculture plus pointu que n'importe quel Wikipédia sur la riziculture que tu pourrais trouver. C'est vraiment ultra pointu, Sakuna, tu fais ton propre compost, tu choisis le moment où tu le plantes, vraiment c'est très 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 pointu et c'est génial. Vraiment. C'est pas étonnant que ce soit Marvelous qui l'édite, puisqu'ils font déjà donc Rune Factory, Story of Seasons et ce genre de jeu. C'est un des très très grands jeux de l'année, c'est un de mes GOTY. À ce point-là. Ah ouais clairement. Et ça mérite le mot de extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai complètement oublié de le citer parmi les jeux d'influence japonaise qui cartonnent, mais Genshin Impact évidemment est un autre jeu phénomène. Il fait la nique au free-to-play japonais. Voilà, c'est un jeu signé avec MiHoYo. Des moyens incroyables. Enfin, le jeu est tellement beau. Ouais. Je continue à regarder de temps en temps. C'est incroyable. Je pense que je vais essayer. Moi, j'ai essayé. Parce que c'est très très beau. Je pense que c'est beaucoup trop long pour moi. Ouais. Mais c'est beau. C'est à ça que devrait ressembler le jeu vidéo japonais s'ils avaient les mêmes moyens que les Américains, en fait. Je dis aux gens d'aller voir l'émission du mois dernier. Je parlais de Genshin Impact. Je voulais juste placer un mot sur une licence qui est revenue cette année, au moins en Occident, et c'est Sakura Taisen. Oui, mais bon. Voilà, juste un mot. Juste pour conclure, justement, on va passer. Donc voilà, je vais simplement vous poser une question. Est-ce que 2020 était pour vous une bonne année ? Et quel est votre top 3 ? On commence par toi, Greg. Alors oui, c'était une bonne année pour le jeu vidéo japonais qui a fait à la fois des jeux techniquement ambitieux et à la fois des petits jeux un peu foufou, what the fuck, comme on en attend du Japon. Et si je devais faire un top 3 de l'année, je mettrais donc Yakuza 7, Resident Evil 3 et Hyrule Warriors. C'est beau. Voilà. Alors attention, parce que top 3, c'est pas beaucoup.
En fait, j'hésite. Faisons 5. En fait, j'hésite. Daniel se prépare lui pour son. En fait, j'hésite beaucoup entre à remplacer Resident Evil 3 par 13 Sentinels. Mais enfin voilà, pour moi, ça a été une belle année du jeu vidéo japonais, en tout cas, que ce soit dans l'action, dans l'aventure, dans le RPG, tous les genres étaient représentés. Merci Greg. Et toi, Daniel, alors, ton top 40 ? Mon top 14, uniquement japonais. Hein. Mais pas de, il n'y a pas de Hades, vraiment 14 ? Non. Déjà, est-ce que c'était une bonne année au final ? C'est une très bonne année. C'était vraiment une très 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 bonne année. En général, les gens disent les Gaijin blasés, tout ça. Non, c'était vraiment une super année. Parce que, je veux dire, dans mon top, il n'y a même pas FF7 Remake alors que c'est un bon jeu, quoi. C'est objectivement un bon jeu. Je me suis amusé à le faire. Tu peux dire ce que tu veux sur sa portée ou ce que ça va apporter ou sur le contenu final ou sur les serpillères volantes. Ça reste quand même un bon jeu. C'était une très 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 bonne année. Sans doute parce qu'on était en fin de génération PS4 au Japon et c'était une très bonne période PS4 pour le Japon, alors que la PS3 et la Xbox 360 ils ont quand même manqué pas mal de choses. Là on a eu une très très bonne génération Sony, ce qui me dit je suis pas certain qu'ils vont réussir à faire le bon transition sur le PS5, mais ouais non c'était vraiment une très bonne année et c'est des jeux en plus qui humainement sont arrivés au bon moment. Je dis pour moi, mais ce serait égoïste de dire ça, mais pour nous tous, c'est qu'on avait besoin de jouer aux jeux vidéo à ce moment-là. On avait besoin, c'est de se réunir autour de jeux vidéo. Alors, évidemment, les gens se réunissent en ce moment autour de Cyberpunk pour chier dessus, mais peut-être qu'ils avaient besoin de ça. Nous, on s'est réunis tout d'un coup, on s'est réunis autour de Yakuza, on s'est réunis autour de tellement de jeux et ça nous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir humainement de tout d'un coup d'avoir des choses sur lesquelles se concentrer et qui nous apportent autant. Le top 3 alors mon top multi. Yakuza 7 est indéniablement le jeu de l'année, quoi. Yakuza 7, c'est vraiment le bon jeu au bon moment, la bonne offre, les bons personnages, le bon système, c'est parfait. Et ce qui est paradoxal, c'est que Yakuza, j'arrivais jamais à mettre un Yakuza sur mon top 3 de l'année parce qu'il y avait toujours beaucoup de concurrence et surtout c'était toujours la même chose. Oui. C'est-à-dire que j'ai vu Kamurocho 15 fois, je ne peux plus rien faire à Kamurocho que je ne connaisse pas. Et là, tout d'un coup, on me change mon quartier, on me change mon système, on m'apporte de nouvelles choses, on m'apporte des choses hilarantes à faire. C'est un jeu que je vais double platiner. Je vais platiner la version européenne là, parce que je suis pris. Je suis en train de me refaire le endgame parce que j'adore ça. C'est un très grand jeu et je suis très heureux que les gens l'acceptent comme tel, comme étant un des jeux de l'année. Même si au Game Awards, il n'était pas nommé, bizarrement. Peut-être qu'il y avait trop de Last of Us. Non, mais c'est de la connerie, les Game Awards. Les Awards, tu sais quoi ? Le plus intéressant dans les Awards, c'est ceux qui l'ont pas. Et Yakuza 7, clairement, c'est un jeu qui n'a pas eu son award, mais il a mon award de cœur. C'est jeu de l'année, point. Voilà. Tu veux d'autres jeux ? Au moins 3. Tu veux au moins 3, mais il y en aura un petit peu plus. Sakuna, je vais juste y aller vite. Sakuna, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Sakuna. C'est un très 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 grand jeu. Et puis il y a Hyrule Warriors sur lequel je me suis éclaté. Alors évidemment, il y a eu un 7 sur GK et je sais qu'il y a la barrière technique qui tu me regardes avec non mais c'est pas pour rien qu'on dit c'est 7 hein. Les meilleurs jeux ont 7. Les meilleurs jeux ont 7 exactement. Voilà. C'était et je veux juste il y a eu 14 Sentinels dont on a déjà parlé, donc je veux pas reparler des jeux dont on a parlé. Il y a un jeu anecdotique mais qui est sorti en 2019 mais qui est très important pour moi et pour toi Pouillot. C'est Tokyo 2020 qui était déjà dans mon top de l'année dernière. Il est toujours là, lui. Hein. Et surtout, Tokyo 2021 aussi, du coup. C'est le jeu maudit. C'est un jeu sur lequel on a joué, Pouillot, toi et moi. Ah oui, vous aviez fait votre petit gros, là. Ah non, il s'est fait tout seul. C'est Tronchard, notre héros, là, regarde. Rookie, seulement. Mais... Et c'était déjà vétéran. C'était un joueur vétéran et on s'est éclaté avec... Ils ont des têtes de personnages Xbox 360 d'Avatar de cette époque-là. Ils sont tous... et c'est le jeu d'une époque.
c'est un jeu comme on n'en reverra plus jamais en fait, puisque de toute manière, il n'y aura pas plus de Jeux Olympiques, plus jamais de Jeux Olympiques. Donc voilà, je voulais juste placer un petit clin d'œil. Il court vite le gros. Ah mais c'est Pouillot. Mais regarde, Pouillot, c'est une machine à gagner, hein, faut le dire. Hein. Pouillot et pour moi, le deuxième jeu. Ça serait génial qu'il y ait un vrai mec comme ça qui gagne aux Jeux Olympiques, c'est un gros qui arrive. Et je vais te dire, dans mon top 3, même devant 13 Sentinel, il y a Astro Playroom. Ah oui. Et Astro Playroom, c'est la palme du jeu gratuit, le meilleur jeu gratuit. Ils auraient mieux fait de l'offense. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est Nintendo. C'est One to Switch, quoi. Ouais, là, ça défonce One to Switch. Ouais. C'est génial, c'est drôle, c'est super. Et puisque tu parles des remakes, là, on est au-delà de 3, là. Hein. On est au-delà de 3, mais je voulais juste dire un truc, c'est que 33. Il y a un jeu qui m'a fait plaisir de le revoir. Je pense qu'il a pu essayer de retrouver son public. C'est Tokyo Mirage Session qui est ressorti en début d'année. Et Tokyo Mirage Session, c'est un jeu qui m'évoque une telle chaleur humaine. C'est la même chose que Persona en fait, mais en moins dark. C'est des jeunes qui se retrouvent et qui... Il y a un truc ultra humain dans Tokyo Mirage Session. Peut-être je suis le seul à penser ça. Peut-être que j'ai tort. Mais j'adore Tokyo Mirage Session, c'est vraiment un joli petit RPG à la japonaise traditionnelle. C'est pas Yakuza 7. Dans le monde de la pop. Mais dans le monde de la J-pop. Et il faut littéralement sauver le Shinjuku et Shibuya. Il faut sauver Shibuya par les pouvoirs magiques de la J-pop. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Genre, c'est un jeu avec une telle chaleur, une telle valeur nostalgique. Alors que c'est fait. Puisque ça n'existe plus, Shibuya. Enfin, si, ça existe, mais ça a plus tellement donc la gueule. Voilà, très bien, merci et dispo en français aussi. Pour ce top 3 plus alpha, comme on dit. Voilà. Et toi, Pouillot? Moi, ça va aller vite, hein, vous savez, je suis un homme de consensus et de perfection. Je ne recherche tout le temps la perfection. J'ai surkiffé Demon's Souls, comme je l'avais dit, mais c'est pas vraiment un jeu japonais, mais enfin, ça reste un game design japonais, édité par un éditeur japonais. Ça passe, c'est canon, et ouais, c'est vraiment un jeu que j'ai découvert. Cette année, parce que j'ai fait la version PS3. Les messages de Pouillot qui me disaient comment tu fais pour jouer à ta PS3, pour streamer la PS3? Ouais, non, mais je l'ai fait sur PS3 en me préparant, en me disant bon, ça va être un peu compliqué. En fait, non, ça a été une. Pourquoi c'est compliqué la PS3? C'est elle en HDMI? Pourquoi? Il faut en retrouver une déjà. Ah oui, d'accord. Voilà. La PS3 du taf. Oui. Effectivement, non, mais en plus le remake il est étincelant et voilà. Il est beau, hein. On remet au goût du jour un jeu qui était déjà proche de la perfection tel que je l'entends, avec cette espèce de multistage, le Nexus et tout. Je trouvais ça, voilà, ça me parle beaucoup et j'ai adoré Final Fantasy VII Remake pour toutes les raisons qu'on a déjà dites. Et voilà, en gros, c'est les deux jeux que j'ai solucés d'ailleurs. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait des petits chantiers solués. Parce que le rédac chef, parce que j'avais un peu de temps libre. Non, parce que j'aimais beaucoup ces jeux-là et que j'avais plaisir de partager un petit peu d'autres choses avec les lecteurs. Alors on n'est pas blasé chez Gamecult. Pas du tout. Et Yakuza Like a Dragon, mais je sais pas encore le situer dans quelle place il va. Il va se hisser tellement je suis pour le moment happé par ce que je vois. Vraiment, c'est je sais que tu as faim. Hallucinant. Je sais que tu as faim, Pouillot, mais je voudrais juste mettre l'emphase sur un jeu dont on a vraiment. C'est pas que j'ai faim, c'est que. Moi, j'ai très faim. Mais je suis moins malade que la dernière fois. Je suis très content. Donc on va bien manger. On va bien manger, ouais. Et un jeu de Capcom qui est sorti en mars, je crois, ou mars ou avril. Je crois que c'est mars. Shinsekai. C'est Shinsekai. Ah oui, il est bien. Et Shinsekai est vraiment super bien. Si vous avez l'occasion de jouer à Shinsekai, il vaut pas très cher. Il est disponible sur Switch. Ouais. Et sur Apple Arcade. C'était un jeu iOS à la base. Et je tiens à dire, je fais le gotos parce que en général, le truc c'est de parler des musiques de jeu. On aime bien les musiques de jeu et surtout quand tu aimes les jeux japonais, il y a quand même t'es bien servi. FF7 Remake, tout le monde va en parler parce que les musiques de FF7 Remake sont extraordinaires et surtout c'est un vrai travail de relecture. Mais les musiques de Shinsekai, elles sont extraordinaires. C'est un vrai jeu, c'est un vrai grand jeu mélancolique sur les découvertes sous-marins. Et si vous avez l'occasion, vraiment, ça vaut le coup. Tiens, on regarde. Merci Hubert qui nous passe un peu de bon son de Shinsekai. Allez, c'est le moment ASMR de Gaijin Dash. On n'a pas fait à quoi tu joues? Je sais. Ah bah voilà. Dis merci pour ce bilan 2020. Je croyais que t'allais dire merci les amis, on se retrouve l'année prochaine. Pour ce bilan 2020 et on va passer au à quoi tu joues juste après cette petite virgule. Virgule. Gaijin Dash.
Eh bien oui, on n'allait pas manquer le rendez-vous du À quoi tu joues, puisqu'il y a toujours des jeux auxquels on s'adonne avec grand plaisir durant notre temps libre. On se la donne. C'est toi, Greg, qui ouvre le bal cette semaine, non, ce mois-ci plutôt. Ce mois-ci. Écoute, moi je continue à jouir pleinement de ma Xbox Series X et je continue donc à essayer de découvrir, de redécouvrir les jeux japonais, voir un petit peu comment est-ce qu'ils sont améliorés. J'ai mis le doigt dans Tekken 7, auquel j'avais pas du tout prêté attention à l'époque où il était sorti. D'une part parce que les 1000 G se font facilement, et puis d'autre part parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, je pense que le coup d'avoir des accès de chargement beaucoup plus rapides, ça te sert notamment sur les jeux de baston. Bizarrement, sur Tekken 7, je les ai pas sentis. Je sais pas si le jeu était très très lent avant en termes de chargement, mais que ce soit jouer en ligne contre des humains ou jouer seul contre la console, j'ai trouvé ça. Alors c'est pas lent non plus, tu t'endors pas en attendant ton combat, mais c'est pas la fulgurance de Soul Calibur 6. Voilà, après ça reste un Tekken. Alors il y a plein de personnages que je connaissais pas parce que je m'étais un petit peu détaché de l'univers Tekken. Donc j'ai joué avec la très abusée brésilienne Katarina, qui a des coups de pied en rafale absolument extraordinaires, et évidemment l'incroyable charismatique Giz Howard. Ah oui. Voilà, aussi puissant. Exactement. Alors en fait, quand l'IA le joue, elle le joue super mal, mais moi je me suis plutôt pas trop mal débrouillé avec. Donc j'étais agréablement surpris. Le jeu, c'est joli, mais ça reste un peu du Tekken Nawak où les mecs flottent. Enfin, ça reste fidèle à ce qu'est Tekken. Je ne suis pas passé à la caisse. Je n'ai pas yankité les DLC de ouf là avec Kunimitsu et compagnie. Mais ça reste une bonne expérience. Et puis surtout, tout comme Soul Calibur 6, ce sont des jeux qui aujourd'hui sont à la fois pas chers et dans le Game Pass. Pourquoi se priver ? Daniel, tu nous as teasé durant toute l'émission ton à quoi tu joues. Enfin, l'un de tes à quoi tu joues. D'abord, j'en ai très peu, donc. C'est-à-dire, j'ai très peu de jeux japonais spécifiquement parce que j'ai déjà un peu. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent en mois de décembre et j'en attends un, c'est Densha Dego, et j'ai toujours pas reçu. Pareil. À l'heure où je parle, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu dommage, je m'y serais bien lancé. Enfin, il y a de quoi s'occuper quand même. C'est ce qui manque à ce top. Je rejoue par pur accident, je me suis dit. Par pur accident. Je bénéficie du PSN, donc du coup, j'ai regardé les jeux auxquels j'ai droit, les jeux PS4. Tu as droit à une vingtaine de jeux, dont un jeu qui a compté dans la vie de Gaijin Dash. J'ai relancé FF15. Ouais. Sur PS4 ou 5 ? Sur PS4. Comme tu le dis, c'est l'accident 5. bête. Sur PS4 5. Et honnêtement, d'abord, c'est con de dire honnêtement parce que on peut que. A toujours été honnête sur FF15. Non, mais c'est-à-dire, à défaut d'être honnête, on est sincère, tu vois. C'est un jeu cassé, c'est un jeu. On peut voir plein de choses, mais j'y prends un plaisir assez dingue en fait. Et pourquoi ? Parce que le début fait vraiment illusion. Et dès le deuxième chapitre, tu vois où ça part en semoule, où quand ils se lèvent dans leur hôtel et qu'il y a le mec qui lit le journal et il dit « Ah, ton père est mort et tout le monde est mort » et il te pose le journal. Et tout ce truc de où il a été imprimé, il y a tous ces trucs logiques qui font que ça part en vrille à partir de ce moment-là précis. Ton père est mort, je me souviens, c'était ton père est mort, il faut qu'on aille tuer 10 loups pour remettre de l'essence ou je sais pas quoi. C'est pire encore parce qu'il y a la sœur de Gladio qui appelle. Et donc la sœur de Gladio, elle était dans la capitale, elle dit bon, on était dans la capitale, tout le monde est mort, mais là on est sur la plage et tout va bien et c'est super, viens, on s'éclate. Et genre il y a des variations de ton absurdes dans ce jeu, extraordinaire. Et j'ai passé la quête des flageolets. J'ai fait, j'ai les personnages assez blindés. Alors le truc bizarre, c'est que ils considèrent, comme c'est la Royal Edition, ils considèrent que mes trophées ont déjà été faits. Maintenant, c'est les trophées d'une nouvelle version. Donc je me dis, est-ce que j'aurai le cran de platiner une deuxième fois ça, maintenant que je connais les schémas du combat? Le truc, c'est que je revis ce jeu en russe, puisqu'il y a un patch de 12 gigas. Et tu joues en russe ? Je joue en russe. C'est le premier Final Fantasy que je fais en russe et ça me donne envie de jouer à tous les jeux qui sont disponibles, donc pas leur maternelle, qui sont disponibles en russe. Donc j'ai fait la liste. Il y a Witcher 3, il y a Cyberpunk, il y a God of War, il y a ça en fait. Est-ce qu'ils sont émo en russe ? Et le doublage est super bon. Le doublage est vraiment très 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 bon. Le registre de langage est parfait. C'est vraiment. Et il faut voir un truc, c'est que la Russie a moins la culture du doublage que la France. Pendant des années, les années communistes, il y en avait même pas.
Et ensuite, il y avait de la superposition de voix. Oui, c'était un narrateur qui faisait tout. Ouais. C'était un mec qui lisait un texte, et par exemple pour la fameuse série qui s'appelle Hélène et Ribiata, donc Hélène et les amis, Hélène et les garçons, il y avait juste une voix d'homme et une voix de femme qui disait « Ah, c'est toi alors ?» genre qui repasse, et tu entendais la VF un peu au-dessous, quoi. Et pour un pays qui n'a pas la culture du doublage, de voir un contenu d'une telle qualité, c'est assez étonnant. Je vais faire les DLC. Je veux faire les DLC parce que je les ai pas fait. Hardin. Alors Hardin, il est pas compris dans la Royale, justement. Hardin, faut repasser à la caisse. Tu vas t'amuser. Mais par surtout Prompto, c'est. Il paraît. C'est le soleil après. Il paraît qu'il y en a des DLC qui sont horribles, et il y en a un qui est bien. Il paraît qu'il y en a un qui est bien. C'est Ignis qui est pas mal. Bon, il paraît que Gladio est pas si nul. Attends, c'était pas le producteur de Bloodborne qui avait fait l'un des deux? Ah bah oui, c'est un producteur. Oui, je crois. Ah bon? Oui, il y a le producteur de Bloodborne qui a fait Gladio ou Ignis, je sais plus lequel des deux. Mais si tu te souviens, on l'avait croisé quand on avait pris le petit déj avec Tabata. Même j'avais fait une méga gaffe d'ailleurs parce que il y avait son assistante qui était là. Et je lui avais demandé, elle avait l'air perdue, donc je lui ai dit vous avez besoin de quelque chose? Elle a dit bah non, je suis la productrice. Oups, voilà, je savais pas, voilà. Bon, c'est pas la pire gaffe que j'ai fait. Parfois ça arrive, ça arrive. Mais voilà, alors. Et donc tu te souviens pas de ce mec-là? Si, je me souviens de ce mec-là, bien sûr. Et tu te souviens, il a dit je produis le DLC, et j'arrive plus à me souvenir de quel DLC c'est. Je crois qu'il produisait le DLC de Bloodborne aussi, je crois. Je crois que c'est le produit. Oui, mais justement, il était là parce que l'un des DLC allait être Dark Soulesque. Ouais. C'est lequel le plus Dark Soulesque des DLC de FF15? Je sais plus. Vraiment. Ça doit être Gladio. Je pense qu'il était là pour Gladio. Il y a un truc assez étonnant dans le jeu, c'est qu'au fur et à mesure, et ça tu mets le doigt sur un truc particulier de F15, c'est qu'au fur et à mesure, les postes des gens ont un peu changé. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a un mec qui est devenu creative director de quelque chose et tout, et ça se sent en termes de jeu, quoi. Enfin, tu sens que ce jeu est un jeu compliqué, un assemblage vraiment baroque, et pourtant, les premiers chapitres sont vraiment super, quoi. Ce moment où t'es libre et t'es avec ta bande de potes et que vous chassez, vous allez dans des grottes, et tout d'un coup, dès le 2e, 3e chapitre, tu vois les trucs qui n'ont aucun sens. Genre, ouais, on te dit, il y a les 13 armes, les 13 rois, il faut que t'ailles dans les 13 tombes et tout. Et en fait, tu en fais que 4 et les autres, c'est pour le endgame, et on t'en reparle jamais, quoi. Tu fais les premiers donjons, on fait non, après, non, fais autre chose. C'est très, 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 très mal écrit, en fait. J'ai une question, il devient beau sur PS5 ou pas? Alors, il devient super rapide. Ouais. Niveau framerate, il est nickel. Au framerate, il est super. Il est vraiment, il est. Et les temps de chargement sont vraiment bien optimisés. Donc, oui, alors ça, par contre, ça dash. Genre, le début, tu sais, normalement, c'était 1 minute et tout, ça prenait 1 minute. Là, ça va super vite et tout. Les loadings sont vraiment bien. Après, moi, je jouais vraiment plus pour retrouver un peu retrouver un peu ce jeu qui nous a marqué, et je me dis bon, il est offert gratos là, en plus en version russe. C'est vraiment, je joue ça pour l'origine, pour la démarche, quoi, de me dire bon, c'est un jeu qui nous a marqué, qu'est-ce qu'il en reste, et j'aimerais bien arriver aux étapes où ça a été réécrit. Parce que là, t'as jamais refait le chapitre 13 quand il a été... Non. Moi, j'ai fait la vanilla, la pure vanilla. T'as fait le Silent Hill raté. T'as refait le 13 refait. Ouais, j'ai fait le chapitre 13. Mais t'avais gardé une sauvegarde et tout. Ouais. Oh putain, bravo. Ouais. Donc ils l'ont défantôme-painisé, c'est ça? Non, c'est de la flûte. Il paraît qu'ils ont rajouté des CG à la fin et tout, pour Ifrit et tout. Non, peut-être ça, ouais, effectivement, mais ça ne transcende pas le jeu. Et non, bien sûr que ça va pas. C'est un jeu qui est tout pété. C'est un jeu qui est pété, mais moi j'aime bien les jeux. Je sais pas parce qu'un jeu est pété et que c'est nul, et j'aime bien les grands jeux pétés. C'est pas digne de la franchise. Voilà, on va être franc et sincère. Pourtant, c'est un jeu qui commence par la phrase pour les fans de la première heure et les nouveaux venus. Ouais. Oui, bien sûr. Mais enfin, on refait le débat d'FF15 non, là, vraiment? Non, vraiment pas. Mais c'est intéressant, hein, je t'engage, Greg, à essayer de te relancer dans FF15. Je verrai quand j'aurai une PS5. Dernier, à quoi tu joues du coup? Ah non, j'ai 2 trucs. J'ai 2 à quoi tu joues. Excuse-moi. Voilà, de jouer. Donc oui, alors j'en parlais d'EQ11S. Alors déjà, j'y ai joué parce que c'était historique, un Dragon Quest sur Xbox. Et surtout, voilà, ça permettait de voir un petit peu ce que ça allait donner sur Xbox Series X, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure
c'est un jeu qui n'est pas ce qu'il devrait être, c'est-à-dire qu'en fait c'est une version Switch qui passe au HDR. Donc en gros c'est la version Switch en 60 fps, donc c'est très très beau, c'est hyper fluide. J'avais posté une petite vidéo sur mon compte Twitter où c'est juste flou. On me voit faire le tour on voit tourner autour d'un château là, et c'est très très beau, c'est très très fluide. Mais effectivement, si tu regardes le gazon d'un peu près, alors moi j'ai de la chance, actuellement j'ai une petite télé. Donc, et je joue loin d'une petite télé, donc c'est plutôt joli, mais je pense que dès que je vais repasser sur un truc à 65 pouces, ça va piquer. Donc pour l'instant, ça pique pas trop, mais en fait, ce qui est choquant, c'est quand tu vois les cinématiques et que derrière tu passes au jeu, alors que tu es en droit d'attendre que le jeu soit aussi beau que ses cinématiques. Et je pense que sur PS4, c'était quasiment le cas avec la version qui était sur le moteur PS4. Et donc, je passe un très bon moment. J'encourage tous les joueurs Xbox à découvrir Dragon Quest là-dessus. Mais voilà, c'est pas aussi beau que ça devrait être, même si moi, encore une fois, je le dis, je joue sur un petit écran et ça m'a pas trop choqué. Et c'est vrai qu'effectivement, les chargements qui vont vite, la fluidité, c'est quand même hyper confortable. Quel jeu. C'est dommage que tu le refasses pas sur Switch, parce que sur Switch, vraiment, le jeu 2D prend toute sa... Ah bon, on va parler de la Switch. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait jamais eu finalement la version 3DS, qui était vraiment... la 3D de la 3DS. Qui était vraiment la synthèse en termes de rythme et en termes d'étendue. T'avais pas ce sentiment, bon maintenant avec le dash c'est un peu moins vrai, mais t'avais pas ce sentiment parfois d'errer pendant trop longtemps sur des zones... Au moins sur 3DS, voilà, ça blastait, ça dashait et c'était extrêmement rapide. C'est ma version préférée. Donc c'est dommage que cette version-là reste cantonnée au Japon perdue et qu'il n'ait pas profité de cette occasion. Mais on la reverra plus jamais. Il faut bien que nous, les gaijins, on ait un avantage. Ouais. Mais effectivement, en plus avec le compromis de D3D, c'est quand même assez cool, même si, comme tu le disais, tu peux pas recommencer où tu veux. Non, alors qu'à la 3DS, c'était à la volée. Ouais. Voilà, et donc ton troisième jeu ? Oui, alors je voudrais parler d'un petit jeu de rythme qui est sorti dans l'indifférence générale, malheureusement, et c'est dommage parce que pour les gens qui aiment les jeux de musique, je pense que c'est un défi intéressant. C'est Mad Dead Rat. Non, Mad Rat Dead. Mad Rat Dead. Mad Rat Dead. Voilà. C'est assez improbable. C'est un jeu de plateforme musical. C'est Crypt of the Necrodancer, mais en plateforme. Voilà, donc en gros, alors tu peux faire tes actions si t'es pas en rythme, mais elles seront moins efficaces et surtout tu gagneras pas tes combos. Alors c'est assez particulier parce que t'as 4 boutons et donc t'as le saut, t'as le dash, tu as un bouton pour charger. C'est-à-dire que tu appuies une fois, c'est-à-dire que tu sacrifies un tempo et l'action d'après sera plus puissante, donc tu sauteras plus haut ou tu dasheras plus loin. Et la 4e et dernière action, c'est celle de descendre plus vite. Donc de tomber en piqué. Et c'est un jeu qui te permet, donc comme tu le vois, de repartir en arrière dès que tu meurs, à volonté. Sauf que, évidemment, chaque niveau doit être fait avec un temps prédéfini. Alors au début, tant que c'est en ligne droite avec quelques ennemis, c'est facile. Quand il y a des plateformes à droite, à gauche, ça devient un peu compliqué. Et en fait, le truc, c'est que c'est à partir du 3e ou 4e niveau, quand il y a des boss et quand il y a des endroits vraiment un petit peu acrobatiques, que ça devient très compliqué, parce que là, il faut que tu luttes avec tes réflexes de jeu de plateforme habituel, parce que tu es là, tu dis ok, je fais ça, je saute, machin. Oui, mais non, il faut que tu le fasses en rythme. Et donc du coup, tu perds et tu es là, ah merde, non, il faut que je revienne en arrière, parce que d'un seul coup, hop, t'as un ennemi qui apparaît, donc comme dans un jeu de plateforme habituel, tu paniques en utilisant tes réflexes, alors que non, le jeu est fait de telle manière à ce que tout puisse passer en rythme avec la musique. Et donc c'est très particulier comme jeu, mais je pense que si vous aimez les défis et les jeux de musique, c'est vraiment le petit jeu de fin d'année à essayer. Mais écoute, tu m'as intrigué, étant donné que c'est ma cam. Je vais juste dire un truc, c'est que moi j'ai vu la barre en bas, la barre rythmique, et ça m'a rappelé Hyrule. Ah oui, Cadence of Hyrule. Et je pense que c'est un des achats les plus horribles que j'ai jamais fait, parce que c'est pas ton. Ah non, truc. mais genre tout d'un coup de bouger en cadence et tout, c'était horrible. Ah non, c'était cool, mais oui, si c'est pas ton truc, c'est sûr que ça va pas. Mais et j'ai peur que ça soit. Va pas te parler. J'ai peur que je suis pas assez bon pour ça, tout simplement. Attention, c'est à partir du 3e niveau, ça devient un peu corsé. Hein. Ouais, si t'es pas patient, je le recommande vraiment aux gens
qui aime les jeux de musique et qui aime les défis aussi. C'est-à-dire que je sais pas si j'aurai la patience d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était une très bonne surprise. En plus, le scénario de base est génial. C'est un rat de laboratoire qui se fait découper, donc le dieu des rats, qui est évidemment une ratonne kawaii en mini-jupe. Voilà, hashtag what the fuck. Elle arrive et te dit, bon, bah voilà, écoute, tu es bien malheureux, je te donne un souhait, qu'est-ce que tu veux ? Il fait, je veux revivre la dernière journée pour tuer le laborantin. Et donc voilà, ton but, c'est de tuer le laborantin qui t'a foutu dans la cage et qui t'a ouvert le bide. Je trouve ça assez rigolo. Et je voudrais en profiter pour vous montrer, alors Hubert, si tu as la petite photo, j'ai trouvé le setup ultime pour jouer à la Switch. Alors si on peut zoomer dans l'image, voilà, faut que vous compreniez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une pub sur Instagram où qu'est-ce que c'est que ça ? en fait un Marseillais quelconque. Alors je sais pas, tu sais, c'est les mecs là des téléréalités dont le seul plan de carrière est de devenir influenceur sur Instagram, de te dropshipper des trucs. Il faisait la pub, donc voilà, pour un bras comme ça où tu peux accrocher les tablettes et les téléphones. Donc, qu'est-ce que tu fais à chaque fois que tu vois un influenceur faire de la pub pour un truc ? Tu vas chercher le même produit sur AliExpress et tu l'as à 3 balles au lieu de l'avoir à 40 balles. Et donc, il s'agit d'un bras, en fait, souple. C'est chez toi ? Oui, c'est chez moi. Oh la donc, vache. donc, c'est un bras souple avec, au bout duquel tu peux donc mettre une tablette ou quoi. Et moi, j'ai mis la Switch. Et donc, là, je vais devenir, tu sais, comme les gros dans Wall-E. C'est-à-dire qu'en gros, t'es allongé de tout ton long. T'es allongé de tout ton long. T'as la Switch au-dessus de toi, donc tu te fais même plus mal à la nuque, t'es comme ça. Et les bras le long du corps, tu joues avec les Joy-Con et tu peux jouer comme ça pendant des heures. Pendant des heures. Tu peux même éteindre le chauffage parce que tu joues sous la couette. Mm-hmm. Et t'es là, t'es bien, t'es dans ton cocon et tu joues aux jeux vidéo. Et c'est la on te dit toujours la décadence, voilà. Le luxe décadent. Tu vois, pour moi, Nintendo, ils t'ont toujours dit nouvelle façon de jouer, machin. C'est ça la nouvelle façon de jouer. Alors, tu veux que je te dise, il y a un problème dans ce setup, c'est que moi, si tu me mets allongé, tu t'endors. Je m'endors direct. Genre, tu peux avoir Breath of the Wild devant toi, là, je m'endors. Ah bah ouais, moi, si tu mets Breath of the Wild, je m'endors 2 fois plus vite. Non, mais alors, je vous jure. Toi, t'as vraiment des armes qui cassent dans tes cauchemars. Non, mais je vous assure que jouer allongé sans aucune tension dans la nuque, ça change beaucoup de choses. Mm. Eh bien, écoutez, c'est le conseil de Noël. C'est le futur de Wall-E. De papa. Faut expliquer, quand il dit les gros de Wall-E, c'est que le futur, c'est des gens qui ne peuvent plus bouger et qui ont perdu toute habitude de physique. Ouais. Et donc, voilà. C'est l'anti-Ring Fit Adventure. C'est le conseil complètement de Greg. Merci à toi. Là, je pense qu'à Noël, va y avoir des cadeaux inattendus, finalement, sous le sapin, et ça portera la marque de Greg. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la boutique Gamecult est toujours ouverte. Joyeux Noël. Et qu'il y a moyen de se faire des petits cadeaux sympas. Il faut d'abord remercier les abonnés. Eh oui, j'allais le faire. Mais merci aux premiums. Merci aux abonnés, effectivement. Merci à vous de rendre tout ce miracle possible. Merci à Hubert aussi, parce que voilà, c'est quand même lui qui après se charge de monter. Regardez, il a froid. Il a les charges de Yasser Arafat. C'est comme ça qu'on peut dater les émissions. Je crois qu'il a faim surtout. Oui, il a faim aussi. Et puis nous, c'est le moment de se dire bonne fête. Voilà, profitez bien de vous, de vos proches, mais dans le respect des distances et ce genre de choses. Et je tiens à dire aussi un truc, on remercie les gens pour leur soutien, principalement en plus cette année qui était une année très compliquée, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Et c'est que ça fait quand même chaud au cœur quand on se serre les coudes. Ouais, quand on a des encouragements ou des messages qui font extrêmement plaisir. Toujours, ça arrive des fois qu'on s'en prenne, mais en tant qu'humain, c'est vraiment. Ça permet de réchauffer les cœurs. C'est un moment où on a besoin de se sentir un peu ensemble. Et si on peut aider avec Gaijin Dash, si on peut divertir les gens, ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures aujourd'hui. Bientôt 4 heures. Bientôt 4, ouais. Mais oui, ça réchauffe les cœurs, c'est une morale un peu Kingdom Hearts, qui est un jeu, là aussi, un jeu de chevet pour Daniel. T'as pas parlé que j'ai fini Melody of Memory. Melody of Memory. J'y joue de temps en temps, mais t'as vu, il y a 40 jeux qui sortent en même temps, il faut prendre le temps. En plus, le temps du rédac chef. Voilà, ce temps, et en plus je fais des maquettes, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, bref. très bien. On s'ennuie, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ce qui est sûr, mais pas le temps de niaiser. Comme disait Daniel, merci à vous toutes et tous pour votre soutien et puis pour votre affection. Maintes fois démontré à Gaijin Dash, parce que ce temps de fête, ça nous motive toujours à nous réunir et à vous, je sais pas, parler de jeux vidéo japonais avec passion. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, les loups. Ouais. Moi, je suis toujours content qu'on continue. Oui.
Et donc, profitez bien des fêtes, profitez bien des vôtres et Profitez bien de jouer. Profitez bien. C'est les vacances, jouez aux jeux vidéo. Il y aura sans doute beaucoup de jeux sous le sapin, en tout cas, on vous le souhaite et on espère que ce seront des jeux japonais. Si c'est une grosse boîte, il y a des chances que ce soit une PS5. Ouais, c'est une grosse boîte lourde, mais pour le coup, un peu silencieuse. Hein. Ça dépend du ventilateur. Tant que vous, ouais, c'est vrai. Tant que vous la camouflez derrière la télé, a priori, ça sera pas trop gênant. Si vraiment l'esthétique te dérange, la Xbox Series X, c'est parfait. Le petit cube. Ouais, mais il n'y a pas Astro Playroom. Voilà. Dommage. Le Gotti. Allez, on en a trop dit, profitez bien et bien, bonne fête à nouveau. Et rendez-vous en janvier pour toujours plus de Gaijindash. Ciao à tous, bye bye. Sayonara. Bonne fête. Thank you.